Eh bien, bonjour à tous. Voilà, bienvenue dans cette session, cette première session sur les insectes pollinisateurs. Alors, on le fait à distance, comme Charlotte l'a expliqué, mais on aura l'occasion de se rencontrer d'ici quelques semaines. Et c'est la première session qui a lieu ce mercredi. La deuxième aura lieu la semaine prochaine. On va plus aujourd'hui travailler sur, avancer sur un programme bien vaste. Donc, j'espère boucler avant les 2 heures, qu'on puisse avoir un petit temps de discussion quand même. Mais c'est un sujet quand même qui est extrêmement vaste, diversifié, complexe, et c'est souvent la problématique de ces sujets-là. On les aborde de façon simple ou simpliste, et on n'en a ni la teneur, ni la valeur que ça peut apporter, et notamment le côté indispensable. Donc voilà, on va parler de pollinisation et de pollinisateurs, les pollinisateurs en général, avec évidemment un focus sur les groupes d'insectes pollinisateurs, en parlant de diversité, de notions de biologie, d'écologie. Et puis, on fera un focus sur les hyménoptères et la diversité des abeilles un peu plus spécifiquement au travers des traits de vie, encore une fois avec des notions de biologie et d'écologie. Voilà, je vous passerai le diaporama en PDF, vous aurez donc tous les éléments. Il y a certains points sur lesquels je passerai un petit peu plus vite, mais au moins vous aurez les chiffres ou les textes que vous pourrez reprendre tranquillement. Et vous êtes les bienvenus pour utiliser tous ces documents dans vos cours, auprès de vos collègues. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout est en libre usage. Alors c'est parti. Donc, juste pour resituer les choses, une petite définition, la pollinisation. La pollinisation, c'est le transport d'un grain de pollen du sexe mâle d'une fleur vers le sexe femelle d'une autre fleur de la même espèce, préférentiellement. Et c'est incontournable, indispensable, un préalable indispensable à la fécondation sexuée, à la reproduction sexuée, et donc au mélange, au brassage génétique. Tout ça débouche sur la production d'une descendance qu'on appelle des graines, des pépins, des noyaux, hein, évidemment. En fonction des plantes, ça porte différents noms. Mais surtout, ce qui est à noter, c'est que c'est une fonction écologique primordiale, tant pour les milieux naturels, le maintien des paysages, hein, on va voir que c'est quand même extrêmement important, que la production agricole. Voilà, donc on parle vraiment d'un groupe, en tant que pollinisateur, d'un groupe clé de voûte. Voilà, alors j'ai mis les pollinisations parce qu'il existe un peu plus de 250 000 espèces d'angiospermes, à 300 000. Hein, on a encore des chiffres qui sont un petit peu imprécis. C'est bien dire à quel point la nature est peu connue et un peu mieux connue chez nous que sous les tropiques, bien évidemment, qui regorgent probablement 80% de la biodiversité. Voilà les trois grands types de transport pollen qui existent. Le transport par l'eau, qu'on appelle l'hydrogamie, qui concerne à peu près 150 espèces. Transport par le vent, qu'on appelle l'anémogamie, 20 000 espèces, et l'essentiel, plus de 200 000 espèces, est pollinisé par les animaux, notamment les insectes, et on parle donc de zoogamie ou de pollinisation entomophile quand il s'agit des insectes. Alors à noter qu'au-delà des 250 000 espèces d'angiospermes, il y a aussi les cicadales, qui sont des plantes primitives, qui ne font pas partie des angiospermes, mais qui sont aussi pollinisées, entre guillemets, par les insectes. Alors, plus globalement, la zoogamie, le transport du pollen par les animaux, elle représente 90%, enfin, elle assure le transport pour 90% des espèces, probablement plus de 80% dépendent des insectes. Et donc ça, c'est important puisque cette diversité, cette abondance de pollinisateurs va influer sur la diversité végétale et sur la composition des communautés également. Alors, dans le même ordre d'idée, si ça s'inverse, la perte de diversité des pollinisateurs va menacer à court terme ou à moyen terme la pérennité et la distribution de ces communautés végétales. Ici, vous avez un panel de groupes de faune de pollinisateurs qu'on peut rencontrer. Donc, à droite, on a plutôt les vertébrés avec les oiseaux, les chauves-souris, les autres mammifères terrestres et les lézards. Il y a quelques exceptions, hein, des trucs assez étonnants, toujours à découvrir. Et puis, vous avez aussi quelques petits invertébrés aquatiques ou terricoles, hypogées, qui assurent la pollinisation de certaines fleurs. Mais c'est surtout sur la gauche, les 4 groupes qui sont à gauche, qui sont représentés par les 4 principaux ordres d'insectes pollinisateurs. Il y en a d'autres, comme on va le voir, mais c'est eux qui ont quand même l'efficacité prédominante. Et ce sont donc les hyménoptères, les diptères, les lépidoptères et les coléoptères. Alors, je vais revenir évidemment bien en détail là-dessus. Avant tout, un petit tour, puisque je ne résiste pas à le bonheur de vous présenter ou de vous représenter, parce que vous avez probablement déjà vu des images, ces magnifiques pollinisations particulières que sont la pollinisation par les colibris. Donc, on est dans la position ornithophile, puisqu'il s'agit d'oiseaux. C'est le cas aussi pour un petit peu plus près de chez nous pour cet oiseau-là, ou pour des lézards qui sont tropicaux, comme les geckos, qui sont les Phelsuma, qui sont des geckos diurnes qui vivent la journée, notamment à Madagascar et en Afrique de l'Est, et qui se nourrissent de nectar, donc qui sont susceptibles de transporter du pollen. Un autre pollinisateur très bien connu, notamment pour les baobabs, c'est les chauves-souris,
qui sont leurs principaux vecteurs de pollen. Et vous voyez là une bestiole en action. On devine son museau couvert de pollen. Et bien entendu, quand on s'approche et qu'on a une image en gros plan, on voit bien que le museau est quand même gorgé de pollen et que si elle vient lécher du pollen, elle en distribue de fleur en fleur et donc elle assure une reproduction croisée. Voilà, parmi les autres mammifères, on a des petits rongeurs qui peuvent brouter des fleurs. Et vous voyez aussi un peu de pollen sur son museau. Toutes les fleurs qui n'auront pas été broutées et sur lesquelles du pollen aura été déposé pourront être fécondées. Donc, moyennant quelques dégâts, ça assure quand même un travail tout à fait efficace. Autre cas un petit peu plus particulier, une pollinisation zoobenthophile, c'est-à-dire que ce sont des invertébrés aquatiques qui assurent le transport de grains de pollen de plantes qui fleurissent sous l'eau. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez étonnantes, mais on va quand même recentrer le débat sur les insectes pollinisateurs qui sont les réels entremetteurs des plantes à fleurs. Et donc la présentation va se découper en 4 points, classification, diversité, biologie et écologie. Alors, je remonte un petit peu en avant, mais ça, c'est parce que pour resituer un petit peu les insectes dans le monde des arthropodes, c'est un embranchement. Les arthropodes, c'est les animaux à pattes articulées recouverts d'une carapace externe. Et donc, ce sont, grosso modo, les arachnides, les mille-pattes, les crustacés et les insectes. Donc, vous trouvez d'autres niveaux de classification, d'autres niveaux taxonomiques, comme les sous-embranchements. Et donc, c'est bien de ces classes et de la classe des insectes qu'on va parler. Mais je tiens à vous dire qu'en termes de classification, les insectes n'existent plus, du reste, les crustacés n'existent plus, mais tout ça a été regroupé dans un groupe commun qu'on appelle les pancrustacés, les tout-crustacés. Alors pourquoi ? Parce que sur cette image, vous voyez la classification phylogénétique des pancrustacés, justement, et vous distinguez tous les noms que j'ai surlignés en bleu, ce sont des crustacés, les crustacés de l'ancienne classification, et en vert, ce sont ce qu'on appelait les insectes, qu'on appelle aujourd'hui les hexapodes, qui ont bien 6 pattes. Et vous remarquez qu'ils sont noyés au milieu des crustacés. C'est bien pour ça que génétiquement, et donc c'est une réalité phylogénétique, les insectes sont aujourd'hui partie intégrante des pancrustacés. Vous trouvez en bas les deux autres classes que sont les mille-pattes et les chélicérates, qui incluent les araignées, etc. Les arachnides et compagnie. Alors, petit rappel avant d'attaquer dans le vif du sujet, un insecte, c'est quoi ? C'est un animal qui est découpé en 3 parties. C'est d'ailleurs de là que vient le mot insecte. Insecte, ça veut dire dedans et coupé, qu'on peut couper. C'est la racine grecque, c'est la racine latine, pardon, la racine grecque étant entomo, donc ça donnait l'entomologie ou l'insectologie. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce sont des animaux qui portent des antennes. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les crustacés, il y a les mille-pattes et il y a eux. Et ce sont les seuls à porter 3 paires de pattes, sauf quelques larves d'acariens, par exemple, qui peuvent posséder que 6 pattes, mais en général, une fois adultes, elles obtiennent bien une paire de pattes supplémentaires. Et généralement, ils ont des ailes. Donc ça, c'est réellement une particularité des insectes, puisque ce sont, avec les oiseaux et les chauves-souris, et les dinosaures qui n'existent plus, sinon au travers des oiseaux, sont les seuls groupes d'animaux à voler. Voilà le schéma d'un insecte avec une abeille mellifère, une abeille de ruche. Donc, vous distinguez ces 3 parties qui ne sont pas toujours aussi simples à découper, notamment sur les larves, bien évidemment, mais on reconnaît la tête à l'avant, le thorax, la partie du milieu qui porte les 3 paires de pattes et les 2 paires d'ailes, et l'abdomen qui est au bout du corps et qui inclut tous les organes génitaux, le cœur, les organes de digestion, les organes de filtration, etc. S'agissant de la classification des insectes, voilà une classification très simplifiée, avec en haut à gauche les aptérygotes, qui ne font plus partie des insectes aujourd'hui dans la classification. Ce sont des cousins proches des insectes, mais qui n'en font plus partie. Et 2 grands groupes, parmi ceux qui possèdent des ailes, qu'on appelle les ptérygotes, que sont les paléoptères, qui ont des ailes primitives, avec les éphémères, les libellules et les perles, et les néoptères, qui ont des ailes plus modernes. Et donc là, ça inclut tout le reste des insectes. Et vous voyez que j'ai mis en surlignage les coléoptères, hyménoptères, diptères et lépidoptères, qui sont les 4 principaux ordres qu'on va détailler. Alors, j'ai mis classification simplifiée, parce qu'en fait, la classification des insectes, l'arbre phylogénétique, c'est ça. Donc voilà, c'était un petit peu plus lourd à digérer, mais ça vaut le coup quand même de s'y pencher et de voir les relations que les uns ont avec les autres, notamment pour le présenter à des élèves dans le cadre d'une approche écologique. D'un point de vue de la biologie des insectes, on distingue 3 formes de vie différentes. Les insectes qui n'ont pas de métamorphose, donc je vous ai dit, c'est tous ces anciens insectes qu'on a sortis de la classification, que sont les protours, les diplours, les tisanours, etc. Et ensuite viennent les insectes hétérométaboles qui ont une métamorphose incomplète,
Et on distingue là les porométaboles, avec par exemple les punaises, comme c'est illustré là, et les hémimétaboles, où le milieu de vie est différent, avec par exemple les odonates qu'on voit ici, les libellules. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont un certain nombre d'insectes holométaboles qui ont une métamorphose complète. Et vous voyez des exemples là de coléoptères, de papillons et de diptères. Alors pourquoi les insectes et les fleurs? Eh bien, les insectes viennent chercher deux choses dans les fleurs. Ils viennent chercher du nectar et du pollen. Le nectar étant le liquide sucré qui, notamment par les abeilles mellifères, est transformé en miel, mais seulement par l'abeille mellifère. Et le pollen étant une substance, l'équivalent du gamète mâle de la plante, et qui va servir notamment d'apport en protéines aux insectes. Et ce qui est important à voir là-dedans, c'est que le sucre contenu dans le nectar est essentiel pour le vol. C'est d'ailleurs grâce au sucre du nectar, que les insectes sont capables de voler et de se disperser. Donc il y a un lien très étroit entre les insectes floricoles et les fleurs, en sachant que parmi ces animaux floricoles, un certain nombre va assurer un rôle de pollinisateur. Donc les insectes dépendent bien des fleurs, mais dans l'autre sens, les fleurs dépendent bien aussi des insectes. S'agissant de la pollinisation des plantes à fleurs, on parle de 90% des plantes sauvages qui sont pollinisées par les insectes, donc on parle ni plus ni moins du maintien des paysages que vous connaissez. Et pour ce qui est de l'agriculture, c'est les 3/4 de la diversité des plantes cultivées qui sont pollinisées par les insectes. Alors ça représente que, entre guillemets, 35% du tonnage, puisque les plus gros volumes produits sont des céréales, le blé, le riz, l'orge, l'avoine, etc., le maïs, et ce sont des plantes qui bénéficient d'une pollinisation anémophile, donc les insectes ne rentrent pas en jeu dans le transport de leur pollen, bien qu'ils viennent chercher du pollen et qui bénéficient aussi des grandes quantités de pollen libérées par les graminées. Alors, petit aparté pour dire que toutes ces fleurs qu'on va pouvoir maintenir ou enrichir dans les milieux, ce sera l'objet de la prochaine séance, vont attirer tout un tas d'insectes qui vont jouer des rôles autres que la pollinisation, et notamment des rôles d'auxiliaires de culture au travers de la prédation, donc du contrôle prédation ou du parasitoïsme, le contrôle des autres insectes qui peuvent se nourrir de nos cultures, mais aussi le recyclage de la matière organique. Et finalement, l'arrivée de tous ces insectes va fournir une quantité intéressante de proies qui vont elles-mêmes servir au nourrissage d'animaux dits supérieurs, notamment des vertébrés. Alors, je pourrais parler des araignées, mais si je pense aux vertébrés, ce sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les chauves-souris qui vont bénéficier de cette manne alimentaire. Alors, pour vous réveiller, puisqu'on est en début de séance et en début d'après-midi, j'aurais aimé faire un petit quiz et vous proposer, donc je vais laisser la main à Charlotte quelques minutes, vous proposer d'essayer de donner une idée du nombre de papillons de jour qui existent en France métropolitaine, du nombre de papillons de nuit, du nombre de diptères, que sont les mouches, les moustiques, et du nombre d'hyménoptères. Voilà, Charlotte, si tu peux prendre la main. Oui, je vais vous le lancer. Alors juste, c'est un peu nouveau et je crois que ça dépend des versions de Zoom. Alors il est possible qu'il y en ait certains qui n'aient pas accès. Donc je lance le questionnaire. Il n'y a que 4 questions. Ça fonctionne pour certains. OK. Il y en a pour qui ça ne fonctionne pas? Non, ça a l'air d'aller. On va prendre une petite minute. Il y a 4 questions assez simples. C'est juste voilà, qu'on puisse discuter de ça après qu'on ait un point de repère. Charlotte, tu reçois les... Eh bien non, je ne reçois rien pour l'instant. Ça veut dire que personne n'a soumis encore. C'est un jeu, ne le prenez pas comme un concours. Nous n'évaluerons pas les réponses. Non, non. Et elles sont anonymes. Oui, en plus. On a le retour du sondage anonyme. Donc moi, je vais fermer le sondage pour ne pas le soumettre, pas mettre de bêtises dans les réponses. Et je laisserai Charlotte afficher le résultat. Maintenant, on est 13 et pour l'instant, nous avons 10 réponses. Très bien. Donc, ça ne saurait tarder. 12 et 13. C'est tout bon pour tout le monde? 14. Ah, bah non. Ah oui, pardon, je l'ai oublié. Moins 2, ouais. C'est tout bon. OK. Alors, on va voir les résultats. Je partage les résultats. Est-ce que vous les voyez? Moi, non. Est-ce que c'est parce que j'ai le partage activé? Non, vous ne les voyez pas. Bah, c'est parce que je n'avais pas cliqué. Ils viennent d'arriver. Donc, combien d'espèces de papillons de jour? Un tiers de vous a répondu moins de 100 espèces, un cinquième 250 espèces et un huitième plus de 1000.
entre 250 et 500, entre 500 et 1000. D'accord. Ah oui, il y avait un bug là. Oui, il y a un petit bug. Pardon. La réponse pour les papillons de jour, c'est 250 espèces. Pour les papillons de nuit, vous allez voir tous ces chiffres s'afficher ailleurs. Pour les papillons de nuit, alors là, évidemment, en général, on n'a pas cette réponse. Hein. C'est étonnant parce que c'était la dernière réponse. Il y a plus de 5000 papillons de nuit. 90% des papillons sur la Terre ou en France sont des papillons de nuit. Donc 250 papillons de jour et 5400 papillons de nuit. Voilà, c'est étonnant, mais c'est la réalité. Pour les mouches, vous avez mis essentiellement 500 à 1000 et 100 à 500. Alors, c'est 6500, donc on est à plus de 5000 espèces aussi. Et pour les hyménoptères, vous avez mis quand même 7% a mis plus de 5000, donc c'est la bonne réponse puisqu'on est à 8000 hyménoptères, et sinon vous étiez en dessous. Alors c'est le but de ce petit jeu, hein, c'est de montrer à quel point on ne se rend pas compte de la diversité des espèces. Donc je ferme le sondage et je reprends la main, Charlotte. Voilà. Et donc, voilà les réponses qui s'affichent. On a bien 8000 hyménoptères en France pour 230 000 dans le monde. J'ai mis entre parenthèses le nombre qui existe dans le monde, ou qui est connu, pardon, pas qui existe, mais qui est connu à l'heure actuelle. 6500 diptères, mouches, moustiques, etc. 5500 papillons. 10 000 coléoptères, dont probablement la moitié qui va dans les fleurs. Je vous ai mis à droite d'autres éléments de référence, hein, 6 000 plantes, 43 amphibiens, 38 reptiles, 600 oiseaux, 150 mammifères, 1750 espèces d'araignées. C'est pour vous donner un rapport sur ces groupes d'organismes. Donc en fait, en France, il y a près de 35 000 espèces d'insectes et on en connaît plus d'1 200 000 dans le monde. Probablement 3, 10 ou 20 millions encore inconnus. Donc les chiffres vont augmenter si on ne les a pas tous détruits d'ici là. Tout ça pour dire que quand on parle de pollinisateurs et de floricoles, il y a au bas mot, en France, pas une espèce qui est représentée par l'abeille de ruche, mais au moins 20 à 25 000 espèces d'insectes qui vont dans les fleurs, qui butinent, et dont un certain nombre non négligeable ont un rôle de pollinisateur. Alors, quand on s'intéresse aux relations qui existent entre les fleurs et les insectes, voilà un réseau de relations qui a été tracé sur un site lors d'une étude européenne qu'on a menée avec l'INRA entre 2010 et 2015 dans l'agglomération de Lyon, et vous vous rendez compte que sur un site, si on trace les liens qui existent seulement entre les abeilles et pas entre les pollinisateurs, seulement entre les abeilles et les fleurs, vous voyez que ça nous fait des réseaux qui sont assez complexes. Et donc, quand je vous dis que le monde est ultra complexe et qu'on passe son temps à le simplifier, je pense que cette diapositive est assez parlante. Alors, on va rentrer maintenant dans les différents groupes, en commençant par les papillons, qui s'appellent les lépidoptères, ptère signifiant aile, et lépido-écailles, ça veut dire que les ailes sont recouvertes d'écailles, c'est cette fameuse poudre qui se dépose sur les doigts quand on attrape les papillons. En fait, ce sont des petites écailles qui sont posées comme les tuiles sur un toit et qui lui donnent sa couleur et qui ne lui permettent pas de voler, mais qui lui permettent au moins de se reconnaître ou de se camoufler pour un certain nombre d'espèces ou de bien apparaître face aux prédateurs et pour montrer à quel point ils sont toxiques et qu'il faut éviter de les toucher. Alors, les larves des papillons s'appellent des chenilles et puis tous les adultes sont floricoles, donc jouent un rôle de pollinisateur. Voilà quelques exemples. Un exemple, celui du grand pan de nuit, avec cette énorme chenille, la grande comme un doigt, qui est vert brillante et qui se développe sur un certain nombre d'arbres fruitiers, ou le frêne, etc. Ensuite, quand elle aura grandi et mué un certain nombre de fois, elle va se transformer en chrysalide. Et comme c'est un bombix, et je reviendrai là-dessus parce que seuls les bombix font un cocon, elle est enfermée dans une masse de soie qui a été tissée. Et plusieurs mois après, émerge l'adulte que vous connaissez probablement, qui est un des plus grands papillons qu'on connaisse en France. Ici, vous avez une femelle avec ses antennes qui sont assez peu plumeuses, alors que le mâle a les antennes, lui, très, très plumeuses, justement pour détecter la femelle à 10 ou 20 km, comme l'a démontré Jean-Henri Fabre il y a plus d'un siècle, en enfermant des insectes dans une cage et en libérant des mâles à 5, 10, 20 km et en les suivant en vélo. Mais ces enfants étaient là pour réceptionner et voyaient bien les mâles marqués revenir, ce qui est assez fulgurant. Voilà une petite diapositive qui résume le cycle, la ponte des œufs, la chenille, la chrysalide qui est enfermée dans un cocon ici, puisque c'est un bombix, et l'adulte. Alors, je tiens à préciser que les œufs ne sont pas des œufs de grands pans de nuit, ce sont des œufs de petits pans de nuit. Voilà, je n'avais pas de grands pans de nuit. Vous me pardonnerez l'erreur de biologie. Donc, les insectes, les papillons ont des chenilles, c'est leur forme larvaire, qui se transforment dans une chrysalide. Vous en voyez une au milieu, c'est la chrysalide de la petite tortue, c'est d'ailleurs de là que vient le nom. Chrysos, ça veut dire doré, hein, puisque cette chrysalide est extrêmement colorée, extrêmement brillante. Et en bas, vous avez des chenilles de sphinx, facilement reconnaissables à leur petite queue pointue au bout des fesses. Donc, il existe, comme je vous l'ai dit, plus de 5500 papillons, essentiellement de nuit. On voit là quelques exemples avec des phalènes, avec des micro-lépidoptères, avec des hyènes, qui sont des papillons rouges et noirs qui volent plutôt d'ailleurs la journée, mais qui ont
qu'on appelle quand même papillon de nuit. En fait, la distinction papillon de nuit et papillon de jour est un petit peu fausse. On parle surtout d'hétérocères, des antennes différentes, donc soit filiformes, soit plumeuses, soit claviformes, comme c'est le cas des hyènes, contrairement aux papillons de jour qui ont des antennes en forme de massue, toujours, et massue en grec ça se dit ropalo, donc on parle de ropalocères, des antennes en forme de massue. Je finis sur les papillons de nuit, voilà quelques exemples. On les inventorie au travers des chasses de nuit, parce que souvent, évidemment, c'est compliqué à voir ou à photographier la nuit en activité. Et on fait appel pour inventorier les milieux à une lampe qui émet des rayonnements que les insectes repèrent et ils viennent donc tourner autour du drap, se posent sur le drap, ce qui nous permet de les photographier pour les identifier, parce que c'est un moyen tout à fait scientifique de photographier et de déterminer sur photo l'essentiel des papillons de nuit, ce qui est rarement le cas pour les insectes comme les mouches ou les hyménoptères, qui en général doivent être capturés et observés sous une loupe binoculaire pour pouvoir en déterminer l'espèce. Pas toujours le genre, comme on pourra le voir quand on sera ensemble, c'est parfois facile. Donc j'ai mis des bombix, mais les bombix ont la particularité de ne pas avoir de pièce buccale. Donc, ils ne vont pas assurer de travail de pollinisation, sauf par hasard en se posant sur une fleur et puis en se posant sur la fleur d'à côté, mais ce sera un pur hasard. Donc, ils ne font pas partie des pollinisateurs et je vous rappelle qu'ils se caractérisent par un cycle qui enferme la chrysalide dans un cocon, donc un maillage de soie tissé de façon assez drue. Dernier groupe de papillons de nuit qu'on voit sont les sphinx, assez caractéristiques aussi avec leur vol triangulaire et puis leur vol stationnaire, comme vous pouvez le voir en haut à gauche ou en bas au milieu avec ce fameux morosphinx qui est un sphinx, donc un papillon de nuit, mais qui vole de jour, comme c'est le cas aussi du sphinx gazé en bas à droite. Il y a quelques sphinx qu'on peut voir voler la journée. Donc, plus de 5000 papillons de nuit et 250 papillons de jour. Donc, je vous présente les principales familles, la famille des pyrites, qui généralement sont noirs et blancs, ou jaunes et noirs. Et ça c'est ce qu'on appelle des couleurs aposématiques, des couleurs qui préviennent d'un danger ou d'un poison ou d'un mauvais goût, notamment parce alors pour le coup, c'est d'un mauvais goût, parce qu'elles mangent des plantes de la famille des crucifères, les brassicacées, et récupèrent ce mauvais goût de soufre qu'on apprécie dans le chou, dans la roquette, dans le colza, mais que tous les insectes et notamment les oiseaux n'apprécient pas, donc il leur fait une forme de protection. Plus colorés, plus grands et souvent plus connus que ça, ce sont les papilionidés. Et vous voyez ici les flambés, le macaon, la proserpine et l'apollon. L'apollon qui est en haut à droite, qui est un papillon qu'on trouve en montagne, et puis la proserpine qui est un papillon qu'on trouve plutôt dans le sud de la région et le sud de la France. Autre famille assez diversifiée, dont il existe plusieurs dizaines d'espèces aussi, les lycénides, qu'on appelle aussi les azurés. J'ai mis des papillons d'autres couleurs, vous voyez, orange et vert notamment, parce que le nom d'azuré est un peu restricteur, ils ne sont pas tous bleus, il y en a qui possèdent d'autres couleurs, et certains qui ont un cycle assez intéressant, notamment ce qu'on appelle les maculinéas, qui ont un cycle, la larve va se développer sur la plante haute, par exemple l'azuré du serpolet, va se développer sur le thym serpolet les 3 premiers stades, et à la fin du 3e stade, elle va descendre en bas du pied et attendre que des fourmis du genre Myrmica, des fourmis rouges, emportent la chenille dans le puparium, là où elles élèvent les larves de fourmis. Et cette larve donc, va devenir carnivore, va manger les œufs et les larves des fourmis qui sont aux alentours. Et en échange, elle a des substances qui suintent sur son corps, que les fourmis viennent lécher et dont elle raffole. Voilà, une fois qu'elle se transforme en chrysalide, puis quand elle sort sous forme de papillon, elle se dépêche vite d'aller vers la sortie de la fourmilière pour ne pas se faire attraper par les papillons, et elle finit par s'envoler. Il y a toujours des choses extraordinaires, et ça se passe un petit peu autour de chez nous, de façon assez classique. Les maculinéas sont quand même protégés parce qu'ils ne sont pas surabondants. Une autre famille, la famille des nymphalitées ou des vanesses. Vous voyez ici en haut la belle dame, et puis en bas à droite, en bas à gauche le pan de jour, en bas à droite le vulcain, qui est qu'on appelle aussi l'amiral, qui sont des grands voiliers qui, pour une part, peuvent migrer, notamment la belle dame, venir d'Afrique du Nord et traverser la Méditerranée ou remonter même très haut en Europe. Voilà d'autres exemples de vanesses avec la carte géographique, Robert le Diable, étonnant comme nom, et puis les petites tortues, la grande tortue, voilà, vous voyez différents exemples. Je ne vais pas détailler toutes les espèces, on pourra en parler quand on se verra. Et dernière image sur les papillons, avec ces autres nymphales que sont les mélitées, les tabacs d'Espagne, les amaryllis, les demi-deuils, puisqu'il est à moitié noir, celui qui est à gauche là, comme les femmes avant qui étaient au bout d'un an de deuil, elles étaient en demi-deuil, donc elles étaient habillées à moitié en noir. Ou bien en bas à gauche, on a la mégère,
si c'est une femelle, ou le satyre, si c'est un mâle. Alors, ça n'a rien à voir avec les définitions actuelles, hein, mais c'est comme l'amaryllis, le silène, etc. Ça fait référence à des bestioles de l'Antiquité grecque, donc rien à voir avec la définition actuelle. On change d'ordre et on va parler maintenant des coléoptères, dont il existe 10 000 espèces en France, mais probablement la moitié qui va dans les fleurs à l'état adulte. Et donc, ces animaux vont remplir des rôles extrêmement importants de prédation, donc de contrôle des ravageurs sur les cultures, mais aussi de recyclage de la matière organique, que ce soit des cadavres, que ce soit des excréments, ou bien que ce soit du bois en décomposition. Donc, c'est vraiment un point majeur de restitution de la fin de la chaîne trophique, de restitution au sol et donc aux plantes de ces minéraux, de ces oligo-éléments qui vont pouvoir repartir dans la chaîne du vivant. Alors, il y a quand même quelques-uns de ces coléoptères qui ont, à l'état larvaire et ou adulte, un régime alimentaire herbivore, donc qui peuvent causer certains dégâts dans quelques cultures. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les cétoines, par exemple, qui sont des animaux brouteurs de pétales, d'étamines, donc qui peuvent faire des dégâts, hein, notamment dans des cultures de fleurs. Certains horticulteurs peuvent s'en plaindre, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les composts, puisque la larve se développe dans le bois en décomposition et dans le compost, on peut avoir des abondances de cétoines funestes, ou le drap mortuaire, c'est celle qui est à droite, là, noire avec des taches blanches. Mais ce sont des animaux extrêmement importants donc dans le recyclage de la matière organique. Et vous voyez, pour certaines photos, du pollen sur leur museau. Donc, ils sont capables, évidemment, de transporter du pollen et ils ne vont pas brouter l'ensemble des fleurs du panicule, donc laisser des fleurs se féconder. Donc, il est important de distinguer cette larve saproxylophage qui mange du bois en décomposition. Vous l'avez à gauche, la larve de cétoine, qui a le même régime alimentaire que les larves de longicorne et de bupreste, qu'on va voir juste après. C'est important de la distinguer de la larve de hanneton. La larve de hanneton a une grosse tête et des petites fesses, hein, on dit grosse tête, petit cul, c'est-à-dire une tête qui dépasse des épaules et une ampoule anale qui se réduit, alors qu'à gauche, la larve de cétoine a une petite tête qui est rentrée dans les épaules et une ampoule anale qui grossit. Donc, petite tête, gros cul, on a affaire à une larve de cétoine, grosse tête, petit cul, on a affaire à une larve de hanneton. C'est important de les reconnaître parce que quand vous jardinez ou quand les agriculteurs sont en activité, si on épand du compost frais et que notamment il y a des œufs de cétoine dedans, on peut voir certaines larves de cétoine se développer dans le sol en mangeant uniquement les parties mortes, hein, les parties ligneuses. Mais c'est important de les distinguer parce que ce ne sont pas des ravageurs et ils ne pourront jamais manger les racines, contrairement aux larves de hanneton. Donc, comme je vous ai dit, c'est le cas aussi, les larves saproxylophages, il en existe chez les longicornes, qu'on appelle aussi les cérambicides, et ces animaux qui se distinguent par des longicornes ou capricornes, d'ailleurs on les appelle aussi, puisque ça, on dirait des cornes de chèvre, des cornes de bouquetin, là. Et vous voyez ici leurs antennes ou leurs cornes disproportionnées. Et vous pouvez remarquer aussi, hein, j'ai fait le choix sur les photos, de vous présenter des bestioles, pour la plupart, qui sont couvertes de pollen. Et donc, même si elles peuvent faire certains dégâts, elles assurent quand même un transport non négligeable de pollen. Alors, il en existe beaucoup d'espèces, hein, près d'1 millier d'espèces en France. Donc, vous en voyez encore d'autres exemples ici, très colorés, que vous avez probablement l'habitude de voir sur des fleurs. Sinon, il faudra y aller, mais je pense qu'on aura un petit moment ensemble et ce sera l'occasion. Voilà, les dernières familles de coléoptères saproxylophages que je vous présente, c'est la famille des buprestes, qui sont des petites balles de fusil, hein, qui décollent extrêmement rapidement, qui sont très thermophiles, qui vivent à la chaleur, donc qui sont très énergétiques. Et vous les voyez généralement, un flash disparaître, donc il faut s'approcher assez doucement si on veut les voir butiner ou aller se reproduire sur les tas de bois, puisque c'est là, bien entendu là-dessus qu'ils vont pondre. Alors, j'ai mis les coccinelles aussi, même si ce n'est pas leur rôle fondamental de pollinisateur. Elles n'ont pas un rôle fondamental de pollinisateur. Pour autant, vous pouvez voir en haut à gauche cette coccinelle à 7 points qui est couverte de pollen. Parce que au sortir de l'hiver, notamment, quand les proies ne sont pas encore présentes, la ressource en protéines que les coccinelles viennent chercher se trouve dans les fleurs. Elles viennent brouter les fleurs et brouter du pollen pour récupérer de la nourriture. Donc, elles peuvent jouer en début de saison un rôle de pollinisateur, pas de la plus grande efficacité, mais qui est quand même à noter. Et puis, je n'ai pas détaillé les autres familles de coléoptères parce qu'il y a beaucoup de coléoptères qui vont dans les fleurs. Vous voyez à droite des clairons, le clairon des abeilles et le clairon des ruches, qui sont des parasites des abeilles sauvages ou des abeilles mellifères, et qui sont aussi, là, vous le voyez, recouverts de pollen, donc qui assurent un transport tout à fait intéressant. On va passer à l'ordre suivant, qui est l'ordre des diptères. Donc, ça veut dire 2 ailes, mais ils ont bien 4 ailes, hein, comme tous les insectes, sauf que la paire d'ailes postérieures est transformée en un balancier qui leur permet d'équilibrer leur vol, vous allez le voir sur les photos après, et aussi de détecter un certain nombre de paramètres comme la vitesse du vent, l'hygrométrie, etc.
Donc, certaines larves sont herbivores, évidemment, mais il y a de très nombreux auxiliaires dedans, puisqu'il y a des prédateurs, il y a des parasites, il y a des décomposeurs, mais surtout, presque tous les adultes vont dans les fleurs se nourrir et donc jouent un rôle de pollinisateur. Donc, évidemment, parmi eux, il y a les moustiques, qui sont forcément pas bien aimés de la plupart des gens, mais qui assurent un rôle tout à fait intéressant dans des pollinisations particulières. Évidemment, la femelle va piquer puisqu'elle a besoin de sang pour nourrir ses larves et faire maturer les œufs, mais les adultes se nourrissent dans les fleurs et notamment, vous avez une photo de mâle là en haut qui est en train de butiner. Ce sont donc des pollinisateurs et des pollinisateurs de cultures importantes comme le cacao. Voilà, le cacao est pollinisé par des petits moustiques. Donc, c'est des choses des petites anecdotes qui est tout à fait intéressante quand on veut réhabiliter sa place, d'autant plus que son rôle écologique est quand même primordial du fait de la quantité astronomique de larves et d'adultes qui sont fournis et qui nourrissent une grande diversité d'animaux prédateurs. Parmi les mouches, on a les mouches domestiques, les mouches à damier, les mouches qui vivent dans les cadavres, les mouches qui vivent dans les crottes, etc., qui sont donc essentiellement des décomposeurs de matière organique. Mais encore une fois, à l'âge adulte, ils vont se nourrir dans les fleurs et ils vont récupérer du sucre pour se balader de fleur en fleur. D'autres petites familles un petit peu moins connues que les mouches classiques, c'est les stratiomides. Bon, peut-être que vous avez vu cette larve très particulière qui est en bas à droite et qui vit dans les eaux, hein, dans les mares, et dont les adultes se nourrissent également dans les fleurs et donc assurent un transport de pollen non négligeable. C'est le cas aussi des tans. Bon, les femelles viennent prélever du sang sur les animaux à sang chaud, pareil que les moustiques, pour faire mûrir leurs œufs, mais les adultes ont besoin de fleurs pour se déplacer et donc on les voit butiner également. Une autre famille de mouches prédatrices, ce sont les ampidides, qui attrapent en plein vol leur proie. Vous voyez que sur les pattes, elles ont des poils épineux qui leur permettent d'enserrer les proies en plein vol et un petit rost qui leur permet de perforer l'insecte pour en sucer les liquides. Mais pour autant, vous avez des exemples ici, elles vont bien dans les fleurs. Ce qui est le cas aussi, un peu moins fréquemment, de cette autre famille de mouches très particulière. Ce sont bien des espèces françaises, ici extraordinaires, même pour la plupart prises dans mon jardin. On appelle ça les mouches asiles ou les asilides, qui sont des prédateurs assez redoutables. Les deux qui sont en bas sont plus grandes qu'un bourdon. Donc, c'est vraiment des grosses bestioles. Du reste, elles peuvent chasser les bourdons. Et elles ont, vous voyez, les pattes aussi assez épineuses, comme les libellules, hein, qui leur permettent d'attraper les proies en plein vol. Et le rostre, encore une fois, leur permet d'empaler la proie, comme on le devine sur la photo en haut à gauche, même si on ne voit pas bien la proie, pour en sucer les liquides. Voilà. Deux autres familles que je veux vous présenter qui sont extrêmement importantes, tant pour la pollinisation, mais aussi pour leur rôle auprès des systèmes agricoles et des systèmes de culture. Tout d'abord, les taquinaires, qui sont des mouches parasitoïdes. Alors, parasitoïde, c'est comme alien, c'est-à-dire qu'elle va se développer à l'intérieur, la larve va se développer à l'intérieur du corps d'un autre insecte, et en l'occurrence, pour les taquinaires, des chenilles et des punaises pentatomes, les punaises qui peuvent causer des dégâts en agriculture, les punaises qui ont 5 côtés, qui ont 5 côtés et qui peuvent sentir mauvais quand on les embête un petit peu, ce n'est pas nécessaire de les écraser. Et donc, ces insectes se reconnaissent, alors globalement, même s'il y a évidemment toujours des exceptions, mais c'est le cas pour les photos qui sont ici, à une tête relativement claire, des yeux relativement petits pour une mouche, et puis le bout d'un abdomen hérissé de longs poils qu'on distingue bien ici. En haut à gauche, vous avez la taquinaire hérisson, qui est une des plus grosses mouches qu'on trouve en Europe. Hein. Quand vous la verrez, vous la retiendrez, parce que c'est une énorme boule noire de poils qui passe à côté de vous avec une tête jaune bien visible. Mais vous voyez que chez les taquinaires, il y a des bestioles qui ont des gros yeux et des bestioles qui n'ont pas de poils hérissés au bout des fesses. Donc voilà, ce n'est pas une caractéristique, même si on peut en reconnaître un certain nombre. Et vous les voyez bien sur des fleurs, notamment sur des ombellifères et des aquilées. Là, en haut à gauche, vous avez la taquinaire coccinelle qui est sur un aquilée millefeuille, mais les autres sont sur des ombellifères. Et donc les ombellifères, que sont les berces, que sont les fenouilles, que sont les carottes, etc., sont extrêmement importants pour les insectes auxiliaires et notamment pour les taquinaires ou les cirfes qu'on va voir bientôt. Alors, je vous ai dit deux familles, en fait, il y en a une autre que j'avais sautée, c'est les bombiles, qui sont des insectes qui ressemblent un petit peu de loin au bourdon, hein, c'est le cas pour celui qui est en haut à gauche, mais qui ont une longue trompe non rétractile et qui font du vol sur place pour butiner les fleurs. Alors, ils ne sont pas toujours très efficaces dans la pollinisation, mais pour autant, je vous montrerai probablement quand on se verra des images de bourdons avec du pollen sur la trompe. Et même s'ils font un vol stationnaire et que le corps est peu en contact avec les pièces sexuelles de la fleur, il y a quand même un transport de pollen qui est assuré par la trompe. Alors, ce sont des parasites des abeilles et des nids d'abeilles. Alors, vous le voyez en bas à gauche, une femelle qui est en train de pondre sur de la terre nue, probablement parce qu'en dessous, il y a des nids d'abeilles et qui vivent dans le sol. Et la larve va rentrer et va se nourrir des réserves qui ont été accumulées par la femelle de l'abeille.
Voilà, et donc cette famille aussi de mouches extrêmement importantes que sont les cirfes, pour lesquelles on compte près de 550 espèces en France. Donc on va distinguer tout d'abord les éristales, qui sont les deux premières lignes du haut, hein, avec les éristales, les myatropas, la mouche Batman que vous avez au milieu, en haut au milieu, les zélophiles que vous avez à droite, ou les autres éristales qu'on a en bas. Toutes ces larves, tous ces animaux vont avoir des larves qui vivent dans les eaux usées, dans les eaux eutrophiées, dans les mares qui sont en cours de fermeture, dans les sorties d'égouts, les fosses septiques, etc. Et donc, elles vont décomposer de la matière organique dans des milieux pollués, riches en matière organique, et leurs larves s'appellent des vers queue de rat. Donc, vous devinez, en regardant la photo de gauche, pourquoi ça s'appelle comme ça. Deuxième groupe de cirfes qui est en bas, c'est la ligne du bas, qu'on appelle les volucelles, avec la volucelle frelon, la volucelle zonée à gauche, et deux volucelles bourdons, deux formes de volucella bombilians qui imitent les bourdons, tant par sa couleur que probablement par une approche chimique, puisqu'elles sont capables, même quand elles ne ressemblent pas du tout aux bourdons hôtes, de rentrer dans le nid et de pondre leurs œufs. Alors, ce sont des commensaux. C'est la même manière de faire pour la volucelle frelon qui est à gauche, hein, elles rentrent dans les nids de frelons, les larves sont des décomposeurs, elles vont manger les cadavres, les excréments, les restes de mue, d'exuvie, etc. Et donc, elles vont limiter le substrat de matière organique qui pourrait être source de prolifération de pathogènes et qui poserait des problèmes à la colonie. Donc, c'est un échange de bons procédés et elle bénéficie évidemment de la protection des bourdons ou des frelons parce que vous ne vous amusez pas à mettre une main dans un nid de frelons, sinon, en général, vous la ressortez assez vite et vous partez en courant. Donc, c'est une forme d'association qui n'est pas obligatoire. Les frelons ou les bourdons peuvent très bien s'en passer, mais qui arrange bien tout le monde quand elle a lieu. Mais surtout, parmi les cirfes, le rôle agronomique extrêmement important, qui compte près de la moitié des espèces, ce sont les cirfes dites aphidiphages. Aphides, c'est les pucerons, donc ça veut dire qui mangent les pucerons. Et donc, ces animaux se développent dans des colonies de pucerons. Vous en voyez des asticots en bas à droite, vous voyez une pupe au milieu, et vous voyez même une petite tache, comme une goutte d'encre sur la feuille. Alors ça, c'est un indice de présence, hein, de la même manière que quand sur un trottoir, vous voyez une crotte de chien, vous savez qu'il y a un chien qui est passé, il n'y a pas besoin de voir un chien. Ça s'appelle un indice de présence en écologie. Et donc, cette tache noire est le méconium d'une larve de cirfe. C'est ce qu'elle a évacué de son transit, après le transit intestinal, et qui ressemble vraiment à une petite goutte d'encre. Donc, comme les larves sont nocturnes, c'est un moyen de montrer aux agriculteurs, de montrer aux élèves, quand vous cherchez sur des plantes proches des colonies de pucerons, ces petites taches qui sont la preuve que la nuit, des asticots, des larves de cirfe viennent et consomment les pucerons. Alors, elles se caractérisent par un vol stationnaire parfait. Hein, probablement, vous avez vu quelque chose qui ressemblait à une guêpe ou une abeille, mais qui volait un vol stationnaire parfait. Ça, c'est toujours un cirfe. C'est les seuls insectes à pouvoir le faire, avec quelques autres exceptions, mais qui ne sont pas aussi efficaces. Voilà, ce sont des animaux assez communs que vous voyez pour une part qui passent l'hiver à l'état adulte, donc on peut voir dès les premiers jours de beau temps, et c'est le cas déjà depuis quelques semaines, même en plein hiver, quand il fait beau pendant 2 jours, elles peuvent sortir. Je ne vais pas m'étendre sur cette page-là, j'ai mis quelques pages comme ça pour vous rappeler des éléments particulièrement importants en termes d'agroécologie, notamment sur l'attractivité et le rôle que peuvent jouer les cirfes auprès des cultures. Et donc, bien évidemment, il y a aussi de nombreux autres insectes que je ne vais pas détailler. Vous avez l'exemple des névroptères, que sont les chrysopes et les hémérobes, l'exemple des dermaptères, que sont les perce-oreilles, et l'exemple des punaises, qui s'appellent les hétéroptères. Voilà, je ne vais pas détailler ces groupes-là, mais ce sont des insectes qui peuvent aller occasionnellement dans les fleurs et donc remplir un rôle de pollinisateur. Alors, on a parlé de 4 ordres, les diptères, les coléoptères et les lépidoptères, et vous voyez que j'ai sauté un ordre, parce que je vais y venir maintenant, parce qu'on va faire un focus un petit peu plus détaillé sur l'ordre des hyménoptères. Alors, les hyménoptères se distinguent en un groupe qui n'a pas de taille de guêpe, qu'on appelle les symphytes ou les tentraides, et dont les larves sont herbivores, ressemblent à des chenilles, on appelle d'ailleurs ça des fausses chenilles. Ensuite, on va distinguer les fourmis, qui ont un rôle particulier, qui sont omnivores, qui peuvent assurer un transport de pollen, notamment sur les euphorbes. Les euphorbiacées, ce sont les principaux pollinisateurs. Et puis toutes les autres, que sont les guêpes, les abeilles solitaires ou sociales, les parasitoïdes, les ichneumons, etc., qui, à l'état adulte, encore une fois, vont tous butiner dans les fleurs. Donc, je vous montre la classification des hyménoptères. Vous retrouvez à gauche les symphytes ou les tentraides, qui sont un peu séparés. Les apocrites sont ceux qui possèdent une taille de guêpe, et dedans se distinguent les térébrants, donc les endoparasites que sont les ichneumons par exemple. Ensuite viennent les aculéates, ceux qui possèdent un dard, et là vous trouvez les guêpes, les vespiformes,
les fourmis, et assez proches des fourmis, ce qu'on va appeler les apoïdes. Les apoïdes qui vont enfermer deux groupes, les sphéciformes, qui sont les sphégiens, je vais les détailler, et les abeilles, qu'on va détailler un petit peu plus précisément. Alors, j'en ai profité pour vous mettre la vraie classification phylogénétique des hyménoptères. Vous la voyez apparaître ici. On verra ensuite le détail pour les abeilles tout à l'heure. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça vous permettra de la voir et en tout cas d'avoir les références de publication si ça vous intéresse. Voilà en photo ce que ça peut donner, les fausses chenilles que vous voyez en haut à gauche. Alors, comment on la distingue d'une vraie chenille? Une vraie chenille a 3 paires de pattes, comme tous les insectes, et 2 à 5 paires de fausses pattes, qu'on appelle des pseudopodes. Quand on a affaire à une fausse chenille, une larve de tentrède, elle a au moins 6 paires de pseudopodes, parfois 7, 8, 9. Et donc, c'est comme ça qu'on va la distinguer. 2 à 5 paires, c'est une chenille. Quand il n'y en a que 2, elle est obligée de les rapprocher ses pattes. Et donc, ça donne un mouvement comme l'outil du géomètre. C'est ce qu'on a appelé les chenilles de géomètre ou de phalène. Et quand elle en a 5, elle est capable de marcher en ligne droite. Alors, les hyménoptères tentrèdes, eux, ont toujours des pattes, des pseudopodes sous l'abdomen, et donc marchent toujours en ligne droite. Vous voyez un exemple ici du tentrède du groseillier, puisque les larves sont souvent grégaires, elles vivent ensemble, et quand on fait de l'ombre ou qu'une grosse bestiole s'approche, elles se mettent à vibrer sous forme de S tout ensemble, ce qui donne une impression assez étrange de la plante comme si elle bougeait, et ce qui peut perturber un peu le prédateur. Donc c'est une manière de se défendre. Alors, on va rentrer parmi les aculéates, les apocrites, pardon, ceux qui ont une taille de guêpe très marquée pour le coup. Vous voyez ici les ichneumons, qui sont des endoparasites, qui vont pondre à l'intérieur d'insectes qui vivent dans le bois, d'insectes qui vivent dans les fruits, d'insectes qui vivent dans les nids. Vous avez un exemple d'un ichneumon qui est en train de pondre à l'intérieur d'un nid d'abeilles, par exemple, au milieu. Et tous les micro-hyménoptères qui vont, eux, pondre également dans les parasites, dans les carpocaps, dans la larve du carpocaps ou dans le puceron, comme vous voyez en haut, là à droite, un micro-hyménoptère qui se pointe et qui va larguer un œuf dans un puceron. Alors, c'est le cas aussi de chenilles. C'est des contrôleurs tout à fait intéressants des populations de chenilles, notamment les apentelles sur les chenilles de Pieride. Et vous voyez ici une chenille qui vient d'être éventrée en haut à gauche. Là, les petits asticots sont sortis. Une heure après, c'est la photo de droite, tous les asticots se sont nymphosés dans un petit cocon de soie dorée. Et 10 jours après, c'est la photo du bas, les cocons se sont ouverts, les apentelles ont décollé et la chenille, évidemment, a fini par mourir puisqu'elle a été éventrée et consommée de l'intérieur. Donc tout ça, ça se passe à d'autres échelles, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà un exemple d'animation d'un puceron qui est parasité par un micro-hyménoptère. Donc la femelle se pointe, rabat son abdomen et lui plante un œuf dans l'abdomen. L'œuf se développe la larve se développe en mangeant les parties non vitales et finit par tuer le puceron et en sortir, alors par une porte au-dessus, par une porte en dessous, enfin avec une nymphose à l'intérieur, à l'extérieur, en fonction des espèces. Il en existe beaucoup d'espèces. Et voilà un exemple sur une feuille de catalpa, alors un arbre qui est exotique, mais qui est largement planté en France. Vous voyez tout un tas d'exuvis, c'est les toutes petites taches blanches qu'on voit. Vous voyez 2 larves de coccinelle au milieu. Vous voyez plein de pucerons noirs et vous voyez plein de taches roses. Et ces taches roses sont des pucerons momifiés. Donc, ils ont été parasités par des micro-hyménoptères qui se développent à l'intérieur, qui les ont tués. Donc, ils sont figés et c'est donc quelques heures à quelques jours avant que les larves ne sortent. Les adultes ne sortent pas. Les fourmis, je ne vais pas m'étendre dessus, elles jouent un rôle primordial pour l'élevage des pucerons et des cochenilles. Voilà encore des anecdotes qui sont passionnantes à raconter aux étudiants, et notamment en forêt, elles jouent des rôles tout à fait positifs pour la protection des arbres, même si dans des systèmes de culture, elles peuvent entretenir un certain nombre de parasites des plantes et puis causer des effets délétères ou des effets néfastes. Les fourmis rousses qui se caractérisent par une perte du dard et donc une projection, elles sont capables de projeter de l'acide formique. Vous voyez en haut la boule rose, peut-être ça donnera une idée à ceux qui ont lu les fourmis de Bernard Werber, où les fourmis rousses, comme c'est le cas ici, sont attaquées par des boules roses qui attaquent en troupeau de 5. Donc évidemment, c'est la pulpe des doigts. Et donc là, c'est la pulpe de mon doigt que vous voyez que j'ai rabattu pour que les fourmis tentent d'y lancer de l'acide. Autre famille d'hyménoptères, les guêpes sociales qui fabriquent des nids soit ouverts, comme c'est le cas des polistes, on verra les vesmines après, des nids qui ne sont jamais operculés, jamais refermés d'une enveloppe, et dont on voit à l'intérieur les œufs ou les larves se développer, et qui sont, comme je vous l'ai dit, des prédateurs et des consommateurs essentiellement de chenilles et de mouches. Donc ce sont des auxiliaires tout à fait intéressants, tant pour le confort que pour l'agriculture. Et là, vous les voyez en train de finir une chenille de macaon, bien que j'ai dit mouche, parce que dans la photo en haut, c'est bien un asticot de mouche qui est là, puisque la chenille, quand les guêpes sont venues l'éventrer, elle était déjà parasitée
par des taquinaires. Je vous ai dit tout à l'heure, les taquinaires sont des mouches qui pondent à l'intérieur des chenilles. Et donc, une fois que la chenille a été éventrée, les petits asticots sont partis en se dandinant et les guêpes ont pris les asticots les uns après les autres pour les ramener à la colonie et sont venus finir après la chenille. Les vespines qui sont plus trapues, dont l'abdomen est tronqué, donc ce sont les guêpes germaniques, les guêpes communes, le frelon, qui est en haut à gauche, là, qui est la plus grosse des guêpes qu'on trouve en France. Ce n'est plus ni moins qu'une grosse guêpe, comme le bourdon est une grosse abeille, et qui ont un nid, même s'il est déchiré sur la photo, qui est operculé, qui est refermé, et qui peut être dans un arbre, qui peut être dans le sol, comme c'est le cas ici, derrière un volet pour les frelons, etc., mais qui sont en général des colonies assez populeuses, dont il ne faut pas rester trop longtemps devant. Alors, ce n'est pas du tout agressif, sauf, évidemment, à proximité du nid, mais ça, c'est valable pour tous les animaux qui défendent à la fois leur progéniture et leur réserve de nourriture. C'est le cas pour un nid de mésange, vous mettez les mains dedans, les adultes viennent vous picorer la tête, et c'est le cas aussi pour les humains, vous piquez un landau dans la rue et les parents vous sautent dessus. Donc, on ne va pas reprocher aux insectes de défendre leur bébé. Voilà la plus grosse des guêpes qu'on peut trouver en France, le frelon d'Europe, à ne pas confondre avec le frelon à pattes jaunes, une des deux espèces qui est arrivée, bien que le frelon oriental ne soit pas encore installé définitivement, mais il a été vu cette année à Marseille avec un nid installé. Et même, je crois, à Aix, si je ne m'abuse. Donc, le frelon à pattes jaunes, voilà, vous trouvez ici, sur cette photo, une manière de distinguer, c'est une image du muséum, l'abeille mellifère, une guêpe commune, le frelon à pattes jaunes et le frelon européen, qui est un petit peu plus gros. Mais vous voyez que ça ne se ressemble pas du tout, on pourra parler des détails, et c'est une idée de se dire qu'on les confond facilement. Il y en a un qui est noir avec des bandes oranges, il y en a un qui est jaune et noir avec une tête rousse. Voilà, donc rien à voir dans les couleurs ni dans la forme. En sachant que le frelon d'Europe, qui vient d'Asie, qui est arrivé d'Asie il y a probablement 2000 ans déjà, mais tous les frelons sont originaires d'Asie. Ce frelon qu'on appelle le frelon d'Europe, et qui est réellement eurasiatique, peut ou pourra être un des antagonistes du frelon à pattes jaunes. Bien que le frelon à pattes jaunes soit suffisamment installé maintenant depuis une quinzaine d'années, même depuis 18 ans même, il est arrivé en France, et on ne pourra plus s'en passer, il faudra vivre avec, bien naturellement. Et c'est aux grandes dames des apiculteurs. Parmi les guêpes, on a aussi des espèces solitaires. Vous voyez ici la famille des eumènes, avec les odinaires, avec le delta qui est en haut à droite, qui vont soit fabriquer des nids, comme vous le voyez en haut à droite, des nids de boue, là, la femelle est en train de déposer de la boue pour operculer son nid, soit en creusant des galeries dans de la moelle de tiges à moelle tendre, comme vous le voyez en bas à droite. Alors, elles peuvent même creuser le piset, ce qui est le cas ici. Là, c'est l'année après la nidification, mais quand on regarde le moment de la nidification, la terre est extraite et elle est déposée comme une petite dentelle à l'extrémité du nid. Elle finit par tomber, avec les intempéries évidemment. Et vous voyez là un adulte qui est dans un trou, dans un mur, qui rentre dans un trou, dans un mur, et qui installe une chenille, puisque ce sont des paralyseurs de chenilles, les eumènes, qui vont stocker dans un trou, pondre un œuf et fermer la porte avec de la boue. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire ici. Je vous rappelle, si je vous détaille tout ça, c'est que tous les adultes se nourrissent dans les fleurs et donc assurent un rôle de pollinisation non négligeable. Donc c'est le cas aussi des pompiles, qui sont des guêpes plus ou moins grosses, qui sont spécialisées dans la chasse aux araignées. Probablement avez-vous vu déjà dans les films sous les tropiques ces Pepsis, ces grandes guêpes qui chassent des mygales, qui sont toujours impressionnantes. Ça se passe aussi chez nous, à une échelle plus petite, bien que sur la gauche, là, vous avez une Ségestrie florentine, une des rares araignées en France qui peut passer la peau des humains et dont les effets se ressentent. Alors évidemment, on est loin d'avoir des cas de mortalité, il n'y a pas d'araignée mortelle, il n'y a pas de problème là-dessus, mais dont on peut avoir des effets. C'est une grosse araignée, et là, la guêpe rentre dans le trou, parce qu'elle niche, l'araignée vit dans des trous, dans des murs, elle tapisse autour de son trou, et elle sort la nuit pour chasser autour. Et donc, la journée, la guêpe rentre dans le trou, là où vit l'araignée, et vient la piquer à l'intérieur pour la transporter jusqu'à un nid qu'elle a confectionné. Elle pond un œuf dessus, elle referme la porte, et la larve, donc, c'est ça qui est intéressant, va manger les animaux paralysés, mais qui restent vivants. Parce que soit les animaux il fait trop sec, les animaux disparaissent, il n'y a plus rien à manger, soit il fait trop humide et les champignons attaquent l'animal et donc il ne reste plus rien à manger et la proie ne pourra pas survivre. Donc le seul moyen pour nourrir une larve chez ces prédateurs paralyseurs, c'est de stocker un animal vivant et paralysé. Alors parfois, ce n'est pas le cas à droite, j'ai mis ces deux photos parce qu'elles font contraste. À droite, vous avez donc un pompile qui est en train de trimballer une Ségestrie florentine, c'est la même espèce que tout à l'heure. Et à gauche, vous avez un autre petit pompile qui, lui, a découpé les pattes de l'araignée, ce qui est très classique. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut observer.
Une fois qu'elle a piqué l'araignée et qu'elle l'a paralysée, elle va découper ses pattes pour faciliter le transport. C'est ce qu'elle est en train de faire. Alors là, elle était sur une caisse de maraîchage. Vous reconnaissez probablement la texture du plastique. Et parmi les paralyseurs, on va changer de famille. On n'est plus dans les guêpes, et les guêpes au sens large. On n'est plus dans les pompiles, mais on va rentrer dans les sphégiens. Les sphégiens qui sont les cousins les plus proches des abeilles. Et vous voyez ici à gauche des amophiles qui sont en train de paralyser ou de transporter des chenilles. Donc, soit elles les piquent sur les centres moteurs, comme c'est le cas des sphégiens et des eumènes en général, soit elles vont mâchonner, comme c'est le cas en haut à gauche, l'arrière de leur cerveau pour détruire la connexion qui est entre le cerveau et les neurones qui partent dans le corps et qui assurent la mobilité des pattes. Sans ça, la chenille pourrait bouger et écraser les œufs ou les larves. Donc, elles sont stockées, transportées, paralysées. En haut à droite, on ne voit pas très bien parce que c'est sur un lit de lichen, mais c'est bien un Prionyx kirby, désolé, il n'a pas de nom commun, qui vient de paralyser un criquet. Donc, c'est un criquet qui est en dessous de son corps, même si on le distingue assez difficilement, parce que le criquet est bien mimétique de son environnement. Et en bas à droite, c'est une photo d'un pin-fredon, un petit sphégien qui paralyse, comme vous le voyez dans sa bouche, des pucerons et qui va stocker dans des petits nids des pucerons, une trentaine de pucerons qui vont être paralysés et dont la larve se délectera. Alors ça aussi, c'est très facile à observer. Il suffit de couper des branches de sureau, par exemple, ou bien de buddleia, si vous avez cet arbuste invasif. Vous coupez des petites baguettes et vous les accrochez en petits fagots à l'abri de la pluie, dans un endroit en tout cas bien exposé, et vous allez très rapidement y voir des pin-fredons venir percer un trou parfaitement circulaire et faire l'aller-retour entre un ballon des pucerons. Voilà encore un moyen assez efficace de à la fois parler de la pollinisation, de la diversité, d'anecdotes assez extraordinaires et d'un contrôle tout à fait intéressant en agroécologie. Parmi les sphégiens, on a aussi les scélifrons ou les pélopées qui sont à gauche, les deux espèces à gauche, avec deux espèces exotiques pour le coup, mais une qui vient d'Amérique en haut et une qui vient d'Asie en bas. Et puis les stisus, les pélopées paralysent des araignées, les stisus en haut à gauche paralysent des mantes, et en bas à droite, on a une autre espèce américaine invasive depuis déjà une vingtaine d'années qui s'appelle l'isodonte du Mexique, qui lui veut paralyser des petites sauterelles arboricoles du genre Meconema, très, très spécifique. Des sauterelles qui ne descendent pas des arbres et qui, pour la plupart, n'ont pas d'ailes. Pas toutes. Et donc, le nid va être installé à gauche. Là, vous avez un nid d'abeilles refermé par de la boue. Vous avez à côté un nid d'isodonte du Mexique qui est caractéristique, un nid qui est rempli de brindilles. Donc, il y a de la bourre en brindilles. Et à la sortie du nid, il y a des petits morceaux de brindilles qui dépassent. C'est tout à fait caractéristique de cette espèce. Et à droite, vous voyez un scélifron, un pélopé, qui est en train de fabriquer un nid avec de la boue qu'il a récoltée au bord d'une mare. Et dans le nid qui est fermé derrière, il y a déjà une dizaine ou une quinzaine d'araignées qui sont paralysées avec un œuf qui est pondu. Et là, il est en train de préparer la deuxième loge. Pareil, c'est des choses que vous avez probablement vues, qui peuvent se passer à l'intérieur, comme c'était le cas ici dans une grange, mais qui souvent se déroulent sur une façade de mur bien exposée à l'abri de la pluie. Donc, regardez sur les bâtiments bien exposés, c'est des choses qui sont assez courantes et probablement vous avez déjà vu cette bestiole voler aux alentours de vos habitations. Les sphex, qui sont des sphégiens assez trapus, qui vont paralyser des sauterelles ou des grillons en fonction des espèces et qui les rentrent dans un trou dans le sol. Et là, vous avez le phylante apivore, Phyllanthus triangulum, qui est un paralyseur des abeilles mellifères. Donc, vous avez vu un adulte pénétrer dans son nid ici, une femelle pénétrée dans le nid. Et là, vous avez cette photo magnifique qui n'est pas de moi, où vous avez un phylante qui est en train de porter une abeille mellifère, une abeille de ruche qu'on reconnaît bien ici, avec ses pattes très élargies en forme de cuillère, sa longue cellule radiale, on en parlera quand on sera ensemble d'ici quelques temps, et ses poils sur les yeux qui sont des caractéristiques de l'abeille mellifère. Donc, on en vient maintenant aux abeilles. Alors, les abeilles, on va parler de diversité, de biologie, d'écologie de la même manière, en détaillant un petit peu plus que les autres groupes. On compte 6 familles d'abeilles à langue courte et d'abeilles à langue longue. Voilà une classification très simplifiée. Donc, je vous ai remis la classification des hyménoptères ici, et vous voyez apparaître maintenant la classification. J'ai grossi sur la classification des abeilles. C'est le petit carré jaune, là, Anthophila ou apiforme, c'est des synonymes, ça veut dire abeille. Et leurs cousins proches, comme je vous ai dit, ce sont les sphégiens, avec les crabronides et les sphécides. Et très proche, il y a les fourmis, ce qui est une nouveauté pour nous, puisque les fourmis étaient considérées comme des descendants des guêpes. Et en fait, la phylogénie est revenue dessus, et ce sont leurs plus proches cousins aux fourmis, ce sont les abeilles et les sphégiens, ce qui était fort étonnant pour les naturalistes qui, depuis des années, disaient que les fourmis étaient très proches des guêpes.
Donc, pour rappel, près de 1000 espèces en France, 972 me semble-t-il, même si depuis une vingtaine d'années, on augmente un petit peu le nombre d'espèces, hein, quelques espèces par an qui sont découvertes et qui viennent amplifier le nombre. 2000 espèces en Europe connues et 20 000 espèces connues dans le monde. Alors évidemment, on est bien loin de la réalité. Pour vous donner un exemple, dans la métropole de Lyon, on a inventorié 330 espèces d'abeilles, alors qu'en Guyane, il en existe on en connaît moins de 300 espèces. Et évidemment, il n'y a pas de doute que dans la Guyane, il y a une diversité bien supérieure à la diversité de la métropole de Lyon. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont encore totalement inconnues sous les tropiques, tant dans la diversité que dans l'écologie, la biologie des espèces. Donc, on va parler maintenant de diversité des abeilles. Donc, cette photo, c'est pour vous montrer qu'il y en a un peu de toutes les couleurs, toutes les formes, des grosses, des petites, des colorées, des jaunes, des noirs, des rouges, des poilus, des glabres, etc. Certaines qui sont très printanières, certaines qui sont estivales, certaines qui sont automnales. Mais en termes de diversité, en bas à gauche, vous avez l'abeille charpentière, la grosse abeille, le xylocope, qui fait à peu près 3 cm. Et la plus petite des abeilles en France est le nomioïde, qui va faire la taille de son œil, qui va faire 3 mm. Donc, on a des différences qui sont assez incroyables. 1000 espèces d'abeilles, je vous rappelle en comparaison qu'il y a 578 espèces d'oiseaux en France. Voilà. Donc, il y a environ le double des espèces d'abeilles par rapport au nombre d'oiseaux. Donc, la première famille qu'on va passer, c'est les andrènes. Donc, il existe près de 200 espèces en France, donc 20% des abeilles sont des andrènes et panurges. Panurges, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des abeilles qui se caractérisent par alors pour certaines très printanières, certaines généralistes, certaines qui sont très spécifiques, comme celle qui est en haut à gauche, l'andrène des fleurs, elle s'appelle comme ça, mais elle ne butine que la bryone. Et en haut à droite, l'andrène des campanules, dont il existe 2 espèces qui ne butinent que les campanules. Alors, quand je dis d'une abeille qu'elle ne butine que ça, en réalité, c'est uniquement relatif au pollen. C'est-à-dire que l'intégralité de l'apport protéinique de la larve de l'andrène des fleurs, en haut à gauche, vient de la bryone. Mais le nectar peut venir d'autres plantes. C'est le cas aussi pour l'andrène des campanules. Quand on dit qu'elle va que dans les campanules, c'est pour chercher du pollen pour ses larves. Mais le nectar peut venir de plusieurs plantes. Voilà, c'est toujours une réalité quand on parle d'oligolectisme, donc de régime alimentaire réduit, sur une ou quelques espèces de plantes assez proches, on ne fait référence qu'au pollen, et c'est important de le dire. Les andrènes qui sont aussi appelées les abeilles des sables, parce qu'elles nichent souvent, pas toutes, mais pour une part, dans des sols sablonneux, et les panurges qui ont la particularité de se baigner dans les fleurs et de se retourner, de se rebaigner. Et quand les femelles sont toutes couvertes de pollen, elles vont brosser le pollen pour le ramener dans leurs pattes postérieures. Globalement, chez les animaux, les femelles sont plus grandes et plus grosses, plus fortes que les mâles. Il y a quelques exceptions, dont les mammifères font partie, les lézards, les crocodiles, de rarissimes oiseaux comme le paon ou le coq, mais sinon les femelles sont toujours plus grandes. Et chez les abeilles, c'est pareil, les femelles sont toujours plus grandes et il y a quelques exceptions. Et les panurges que vous voyez en bas à droite font partie de ces exceptions où le mâle est au moins aussi grand, parfois un petit peu plus gros que la femelle. Alors c'est étonnant parce que chez les hyménoptères, la femelle est issue d'un œuf fécondé, donc un ovule qui a reçu un spermatozoïde, donc 2 N chromosomes, alors que le mâle est issu d'un ovule non fécondé qui va se développer. Donc les mâles des abeilles, les mâles des hyménoptères en général sont haploïdes, ont la moitié du patrimoine génétique. Donc c'est toujours étonnant de voir des mâles plus gros que certaines femelles. Deuxième famille qu'on voit, c'est la famille des Halictidés, dans lequel on va trouver notamment le genre Halictus que vous avez en haut et le genre Lasioglossum que vous avez en bas, bien qu'en petit médaillon en haut, ce ne soit pas un Halictus, c'est un ancien Halictus qui est passé dans le genre Celadonia aujourd'hui. Et donc, vous voyez ces espèces qui se caractérisent par, on le verra aussi ensemble sous une loupe, par un sillon glabre au bout des fesses. Les apidologues parlent, ou les mélitologues parlent de cul fendu. Voilà, et c'est une caractéristique, ça, des femelles d'Halictinés. Les Halictus et les Lasioglossum femelles ont toute cette petite marque très particulière que vous voyez sur la photo en haut à droite. Ces abeilles sont appelées aussi les abeilles de la sueur parce qu'elles sont, alors notamment pour certaines espèces américaines, un peu moins chez nous, mais ça arrive tout à fait avec les Lasioglossum, attirées par la sueur des mammifères et notamment la sueur des humains. Donc elles peuvent venir se poser l'été dans le cou, sur les bras, etc. pour pomper un peu de sels minéraux dans la sueur. Nouvelle famille avec les mélitides, où là, on a des espèces qui sont quand même assez spécifiques. En haut à gauche, vous avez la mélite noire qui ne va que dans la salicaire, je vous rappelle, pour récolter le pollen, qui ne va que dans la salicaire. Et en haut à droite, vous avez le macropide d'Europe qui ne va que dans les lysimaques. Donc, salicaire et lysimaque, ce sont des abeilles que vous trouverez au bord de l'eau, puisque ce sont des plantes de milieu humide. Et en bas, vous avez une autre mélite, en bas à gauche,
et une dasipode en bas à droite. Les dasipodes vont plutôt alors, dans les astéracées liguliflores, hein, que sont les crépides, les épervières, les chicorées, etc. Autre famille, les collettes, qu'on appelle les abeilles à cellophane, les abeilles à membrane, puisqu'elles vont enfermer leurs larves leurs larves vont s'enfermer dans un petit cocon qui rappelle un petit peu la cellophane et qui va les protéger des intempéries, notamment de l'humidité. Et ces espèces sont alors très printanières pour la collette lapin, comme on le voit en haut à droite, ou très estivales, comme la collette du lierre en bas à droite, qui est une des dernières abeilles qu'on peut observer, puisqu'elle ne butine que le lierre. L'essentiel de la totalité du pollen qui nourrit ses larves provient du lierre. Le lierre étant une des grosses floraisons qu'on a à l'automne et qui fournit des mannes alimentaires pour une diversité d'abeilles, pour une diversité de guêpes, de mouches, de papillons, de coléoptères. Bref, c'est une nourriture tout à fait intéressante pour préparer l'hiver. En bas à gauche, vous avez un petit genre, des toutes petites abeilles, le genre Ileus, qu'on appelle les abeilles masquées, et qui sont caractérisées par un masque blanc ou un masque jaune, parfois des petits traits, mais qui sont assez caractéristiques et qui n'ont pas de structure de récolte, qui ne collectent pas le pollen sur leurs pattes ou sous leur ventre, comme c'est le cas des autres abeilles, mais qui collectent le nectar et le pollen dans le jabot. Donc, vous ne les verrez jamais, même les femelles avec du pollen accroché aux pattes. Voilà, c'est une des particularités. Et on pensait d'ailleurs que, comme la langue est bifide, comme les sphégiens, leurs ancêtres, que les Ileus n'ont pas de structure de récolte de pollen dédiée, on pensait que c'était les abeilles les plus primitives par anatomie comparée. Or, la phylogénie nous a montré que c'était les abeilles les plus évoluées et les plus modernes, donc c'est une régression évolutive. Elles ont perdu certains attributs des abeilles pour s'organiser différemment en fonction des ressources dont elles disposaient. Et puis la dernière famille qu'on va voir, c'est la famille des apidés, que vous connaissez probablement avec l'abeille mellifère que vous avez en bas à gauche, hein, évidemment, mais aussi les abeilles à longues antennes, que sont les eucères. Vous avez une eucère mâle, c'est les mâles qui ont des très très longues antennes, qui généralement atteignent la moitié de l'abdomen, voire la totalité du corps. Elle est en haut à gauche, elle est sur un lilas, et à droite vous avez une femelle d'eucère c'est une femelle d'eucera alticincta qui va que sur 2 genres de fleurs, les innules et les pullicaires, donc à la fin de l'été et en automne près des zones humides. J'en profite pour vous dire, mais c'est quelque chose dont on parlera plus avant la semaine prochaine, c'est que l'abeille mellifère est une espèce parmi les 1000 espèces qui vit en colonie, naturellement dans les troncs d'arbres, par exemple, mais qu'on a élevé, qu'on a sélectionné pour des qualités de travail, de transport de pollen, etc., d'accumulation de pollen et de nectar et de transformation du nectar en miel. Donc, on exploite le miel, le pollen, la cire, la gelée royale et le venin dans les ruches. Donc, c'est un animal à qui on fournit une maison, qu'on nourrit, qu'on déplace, qu'on soigne et qu'on a domestiqué, notamment génétiquement, en sélectionnant certains critères, comme c'est le cas des poules, des poules qui sont des oiseaux domestiques qui pondent un œuf par jour. Vous aviez remarqué que ce n'était pas tout à fait normal. Et donc ça, c'est important de comprendre que la pollinisation, les services de pollinisation, la diversité des pollinisateurs ne peuvent pas se réduire à l'abeille mellifère, qui est une espèce parmi le millier d'espèces connues en France et parmi les 2000 espèces connues en Europe, d'abeilles seulement. Mais bien entendu, c'est la diversité de ces formes, la diversité de ces groupes qui va assurer l'ensemble de la pollinisation. Si on veut remplacer ou pallier la perte de pollinisateurs et la perte de pollinisation en installant des ruches, un petit peu partout, comme on a tendance à le faire, et de façon surabondante et de façon surdensifiée. C'est un petit peu comme si, pour lutter contre la disparition des vautours et des troglodytes mignons, on installait des poulaillers partout. Bon, ça n'a pas de sens. Une espèce domestique ne remplacera jamais la fonctionnalité de plusieurs centaines d'espèces sauvages à la biologie et à l'écologie tellement différentes. Toujours chez les apides, alors ce n'est pas la dernière famille, c'est l'avant-dernière famille, hein, s'il nous en resterait une derrière. Il existe donc les abeilles charpentières, ces grosses abeilles, les grosses xylocopes là, qui nichent dans le bois sec. Les bourdons, 46 espèces de bourdons en France, donc 5% des abeilles sont des bourdons en France. Et puis en bas, vous avez les anthophores qu'on va trouver au printemps et les amégilas qu'on va trouver plutôt en été, voilà, qui sont des grosses abeilles bien trapues qui peuvent évoquer un petit peu les bourdons. Ouais, cette fois, c'est la dernière famille, bien qu'on aura les coucous après, la famille des mégachylidés. Mégachyle, ça veut dire grande mandibule, et c'est le cas de celles qui sont à gauche, où vous avez un mâle en haut sur une fleur de haricot, et en bas à gauche, une abeille qui est en train de transporter un petit morceau de feuille, puisqu'elle s'appelle abeille coupeuse de feuilles. Elles ont la particularité de découper des petits ronds
dans les feuilles pour en faire un nid, en chasser des petites feuilles et en faire un petit cigare à l'intérieur duquel ça va être une loge larvaire. Elles vont y déposer un pain d'abeille, nectar plus pollen, un œuf, et voilà, fabriquer comme ça différents petits cigares. À droite, vous avez les abeilles maçonnes, en haut, que sont les osmies, et les abeilles cotonnières, en bas à droite, que sont les antidies. Mais on en verra quelques exemples aussi. Et je finis sans trop détailler les abeilles coucou, qui sont des abeilles kleptoparasites, des abeilles qui viennent pondre dans ou sur le nid des autres abeilles. La larve rentre, tue la larve d'abeille existante, parfois la mange chez certaines nomadas, et ensuite consomme les réserves qui ont été accumulées par la femelle hôte. Alors, j'ai dit qu'elle les mangeait parce que ça aussi, c'est une particularité qui est connue depuis pas très longtemps. On était persuadé qu'une des caractéristiques des abeilles, c'était d'être strictement herbivores, d'être des sphégiens devenus herbivores. Elles ne paralysaient plus des insectes, mais elles récoltaient du pollen sur les fleurs. Or, dans le premier stade, au moins chez certaines nomadas, comme c'est le cas en bas à gauche, là, les larves vont consommer la larve d'abeille hôte et donc seront carnivores au premier stade, ce qui est une nouveauté pour nous. Alors, pour résumer, une abeille, en taxonomie, c'est un insecte hyménoptère apocritaculéate de la superfamille des apoïdes apiformes. OK. Comment est-ce qu'on va les reconnaître? La caractéristique, je vous en montrerai des photos, c'est d'avoir des poils branchus, des poils ramifiés. Ça, c'est vraiment la caractéristique des abeilles par rapport à tous les autres insectes. Les tibias et les métatarses sont élargis, en général pour le transport du pollen, bien qu'on a vu que certaines les transportaient sous le ventre, la famille des mégachilidés. Et le pronotum n'atteint pas les tégulas. Alors ça, vous verrez, on le verra ensemble, sinon on le verra sur l'image d'après ce que ça veut dire. Elles vont porter une langue qui est développée pour la récolte du nectar. Les adultes et les larves sont herbivores, avec l'exception qu'on connaît chez certaines coucous, dont on a évoqué le nom. Il existe tous les niveaux de socialité. La plupart sont solitaires. Il en existe des grégaires qui se regroupent, des subsociales qui commencent à former une colonie organisée, et des œufs sociales, véritablement sociales, que sont les bourdons et les abeilles mellifères. Et évidemment, il y a certains coucous qu'on appelle des kleptoparasites. Donc voilà la différence entre une abeille de type une mégachilidée et une guêpe sociale de type vespine. Donc le pronotum, c'est le premier segment en vue thoracique de l'abeille. C'est-à-dire que le pronotum fait un petit collier chez l'abeille, alors que chez la guêpe, il va descendre jusqu'au tégula, donc jusqu'à la petite membrane sous laquelle sont enchâssées les ailes. Et souvent, elles sont jaunes, donc vous voyez bien cette petite arc de cercle jaune qui permet de distinguer une guêpe d'une abeille. L'autre particularité, c'est les pattes, et notamment les métatarses qui sont élargis chez les abeilles. Et finalement, le plus simple à voir, c'est clairement les guêpes, puisque les abeilles sont les seules, quand elles rabattent leurs ailes sur l'abdomen, à les replier une fois dans la longueur, ce qui donne ce côté parfaitement droit, puisque c'est l'angle de pliure, et les ailes sont séparées comme deux petites baguettes. Et ça, instantanément, dès que la guêpe touche un support, elle replie ses ailes comme ça. Donc c'est finalement, en regardant les ailes, assez facile, et vous l'avez là en photo, pour distinguer une abeille d'une guêpe, même si l'abeille est jaune et noire, comme c'est le cas en haut à gauche. Je vous ai promis des photos de poils branchus qui étaient faites par l'INRA d'Avignon. Vous voyez ces poils ramifiés qui facilitent évidemment l'accrochage des grains de pollen par effet mécanique, mais très probablement aussi par effet électrostatique. En termes de biogéographie, les abeilles aiment la chaleur et la sécheresse. Donc, elles sont xérothermophiles et elles vivent là où on a la plus grosse abondance d'abeilles, c'est sous les climats méditerranéens. Donc, bien évidemment, le pourtour méditerranéen, mais aussi l'Afrique du Sud, la Californie, le Chili et une partie de l'Australie. Alors, pour l'anecdote, en Californie, il existe 2000 espèces d'abeilles. Voilà, probablement une des régions les plus riches au monde en abeilles. Je vous rappelle que c'est le nombre qui existe dans toute l'Europe. Je vous ai parlé des régimes différents qu'il existe, soit des régimes qui sont plutôt spécialisés, qu'on va appeler oligolectiques, soit des régimes qui sont plutôt généralistes, qu'on va appeler polylectiques. Alors ça c'est souvent relatif à la taille de la glosse, la langue qui peut être longue à très longue, parfois mesurer plusieurs fois la taille du corps, chez certaines abeilles tropicales, 2 à 3 fois la taille du corps entier, ce qui est assez extraordinaire. Et les langues courtes qui, elles, vont permettre d'accéder à des fleurs plutôt ouvertes, mais ne vont pas permettre aux abeilles d'aller plonger dans les fleurs à longue corolle, où évidemment il faut une langue longue. Alors, je vous ai remis une classification phylogénétique produite par Brian Danforth. Là, vous voyez la distinction langue courte, langue longue, puisque dans la classification qu'on avait, par anatomie comparée ou par anthropocentrisme, on avait classé évidemment l'abeille mellifère, Apis mellifera, bien au-dessus de toutes les espèces, comme l'aboutissement de l'évolution, comme l'homme évidemment l'est par rapport aux autres animaux. Et en fait, on se rend compte que les apidés et l'Apis mellifera est au milieu de l'évolution et n'est pas du tout le groupe d'abeilles les plus évolués. Alors, quand on regarde justement quelles fleurs elles vont butiner, les langues courtes, comme dans la fable du renard et de la cigogne, là c'est le renard avec la langue courte, elles vont plutôt butiner les assiettes ouvertes.
les fleurs qui sont disposées en plateau. Et vous voyez qu'un tiers de ces abeilles butinent préférentiellement les composés, les astéracées, et qu'on va en trouver 15% dans les roses et dans les apiacées, dans les ombellifères. Alors évidemment, elles peuvent aussi aller butiner d'autres espèces de fleurs, et parfois des lamiers, qui sont des fleurs à corolle fermée, qui sont très grandes, elles peuvent pénétrer à l'intérieur pour venir butiner alors qu'elles n'ont pas une langue longue. Quand on regarde, par contre, les langues longues, elles vont plutôt aller dans les corolles refermées. Un quart va dans les légumineuses, à gauche, les fabacées, et un quart va dans les lamiers, en haut à droite. Donc, ces plantes à corolle refermée, au bout duquel il faut aller planter la langue pour aller chercher le pollen. Bon, bien évidemment, comme dans la fable, là, c'est la cigogne, elle est capable de manger dans un vase, mais elle est aussi capable de manger dans une assiette. Donc, elles ont un régime beaucoup plus généraliste, les abeilles à langue longue, que les abeilles à langue courte. D'ailleurs, vous la voyez qu'elles vont aussi pour une partie non négligeable dans les composés. Alors, parfois, il existe des phénomènes assez particuliers en termes d'anecdotes. Voilà une abeille qui vient essayer de s'accoupler sur une orchidée qui imite la couleur, l'odeur et la texture d'une abeille femelle. Les mâles sortent toujours avant. Et à la différence des autres plantes, les orchidées ne libèrent pas leur pollen en masse, mais elles vont le libérer dans des petits sacs qu'on appelle des pollinies et qui se retrouvent collés sur la tête ou sur les fesses de l'animal qui vient se poser sur la fleur. Donc vous voyez en bas deux abeilles qui ont les pollinies collées, une qui a une pollinie collée sur la tête et l'autre qui a un bouquet de pollinies qui doit plutôt la déranger. Alors évidemment, quand elle gratte, elle n'arrive pas à l'enlever. C'est ça le principe, c'est que quand elle va essayer de s'accoupler sur une fleur, la fleur, quand la tête va être en contact avec les pollinies vont s'accrocher à la tête. Puis au bout d'un moment que la femelle n'est pas réceptive, le mâle va décoller et va fondre sur la femelle d'à côté. Bon, ça tombe bien, c'était une fleur aussi. Et donc là, les pollinies vont toucher le stigmate et vont se décrocher et féconder l'orchidée. Voilà, c'est des choses qui sont assez extraordinaires qu'on trouve dès la fin du printemps et que je vous invite à aller voir dans les champs ou dans les lisières de haies. En termes de socialité, je vous ai dit qu'il existait tous les niveaux de socialité. Donc, la plupart des abeilles sont solitaires, vivent indépendamment les unes des autres, soit dans le sol, soit dans des tiges, soit dans des nids fabriqués. Un certain nombre sont grégaires, elles vont regrouper leurs nids les uns à côté des autres, c'est l'option un petit village. Et dans cette option village, d'ailleurs, il y a l'option maison individuelle, où chaque nid sont les uns à côté des autres, ou bien l'option appartement, c'est-à-dire qu'il y a une entrée commune et des cellules qui sont séparées. Les femelles s'occupent de leurs propres cellules larvaires, mais la défense du nid est commune. Ensuite viennent les subsociales qui commencent à avoir une organisation. Ça, c'est le cas chez certains alectidés, notamment les asioglossomes, où une femelle dominante va stresser les autres, les empêcher de pondre et envoyer les femelles au turbin, travailler, et elle va être la seule pondeuse, donc elle peut être facilement remplacée si elle meurt d'ailleurs. Et les vraies œufs sociales, que sont les abeilles dans lesquelles il existe des castes et une maturité sexuelle différente, les femelles fondatrices et pondeuses de bourdons et d'abeilles mellifères, puisque ce sont les œufs sociales, sont différentes des ouvrières. Elles sont matures sexuellement, elles sont capables de féconder leurs œufs, de s'accoupler, de féconder leurs œufs, ce qui n'est pas le cas des ouvrières. Donc, si une reine dans une ruche ou dans une colonie d'abeilles mellifères meurt, les ouvrières se mettent à pondre, mais vu qu'elles ne sont pas capables de s'accoupler, elles vont pondre des œufs non fécondés, et donc elles vont donner que des mâles, et c'est ce qu'on appelle une ruche bourdonneuse. Le bourdon n'étant pas l'abeille de mâle, évidemment, l'abeille de la femelle, l'abeille mâle de la femelle, mais c'est le faux bourdon qui est le mâle de l'abeille mellifère. Et une fois que la colonie se transforme en mâle, elle ne peut plus durer puisque les mâles sont incapables de récolter de la nourriture chez les abeilles mellifères, vont même ouvrir la bouche pour se faire régurgiter de la nourriture. Donc une colonie bourdonneuse est vouée à la mort. En termes de cycle de vie, on a bien affaire à des holométaboles avec une métamorphose complète. Et donc, vous voyez ce cycle où l'adulte va émerger. Par exemple, ce qui émerge en ce moment, on est tout à fait dans l'époque des osmies cornues là, qui commencent à sortir. Alors, ce n'est pas le cas ici, c'est un hoplitis, mais on en verra en photo bientôt. Ces petites abeilles qui ressemblent un petit peu à des bourdons, qui sont très printanières, qui nichent notamment dans le trou d'évacuation de vos fenêtres. Dès que vous ouvrez vos fenêtres et que vous avez un trou qui est bouché par la terre sèche, ce sont quasi systématiquement des osmies. Donc elles vont sortir, elles vont s'accoupler, récolter du nectar et du pollen, installer ça au fond d'une cavité, pondre un œuf dessus, comme vous le voyez en haut à droite, et fermer la porte avec une porte en bout. La larve va se développer et va manger dans les 2-3 semaines les réserves qui ont été accumulées par sa mère. Et puis, elle va s'arrêter là, soit sous la forme de prépupe, soit sous la forme de pupe. Mais on est 3 semaines après l'émission, c'est-à-dire que là, on est début mars, le 20 ou 25 mars, les larves auront fini de consommer leur nourriture, ou début avril, et elles vont attendre tout le printemps, tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver pour sortir à la fin de l'hiver suivant. Donc, les larves d'abeilles mangent pendant 2-3 semaines et attendent à peu près 11 mois avant de sortir.
Alors ça, c'est le cas chez les abeilles et dans les milieux tempérés, où les sorties sont annuelles ou bisannuelles parfois, hein, alors que dans des zones subdésertiques, ça peut sortir tous les 3 ans, tous les 5 ans, voire tous les 10 ans, comme ça a été observé par un chercheur en Australie qui récolte un nid d'abeilles et qui le met dans son bureau pour pouvoir photographier les émergences l'année suivante. Bref, rien n'émerge l'année suivante. Ok, il se dit, c'est pas grave, c'est au bout de 2 ans, au bout de 2 ans, il n'y a rien, au bout de 3 ans, il n'y a rien. Alors, il le range dans un placard en disant, elles sont mortes, je vais l'utiliser comme matériel pédagogique. Et au bout de 10 ans, il s'est mis à pleuvoir et les abeilles sont sorties. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. 3 semaines de nourriture et 10 ans d'attente avant de pouvoir émerger pour 3 semaines de vie adulte. Voilà les accouplements. Vous avez quelques exemples avec une osmie rousse, justement, une osmie à cornes, pardon, en haut à gauche, des panurges, des alictes, l'alicte des scabieuses qui est en bas à gauche, et des antidies, des abeilles cotonnières qui sont en bas à droite. Vous voyez qu'aussi chez les antidies, le mâle est un petit peu plus trapu que la femelle, qui en fait aussi une exception. Donc toujours, les femelles vont stocker un pain d'abeille, nectar plus pollen, y mettre un œuf et vous avez les étapes de développement qui sont dans une tige, la creuse. Évidemment, ça, c'est une photo qui est impossible à faire parce que toutes ces étapes n'ont jamais autant de différence. Les œufs sont pondus à quelques heures ou 1 ou 2 jours d'écart et donc les larves sont à peu près au même stade. On n'a jamais un œuf et de l'autre côté une nymphe. Mais c'était pour montrer la progression chronologique. Il y en a qui vont pondre à l'intérieur des coquilles d'escargots vides, comme l'osmie bicolore que vous avez ici. Les mégachilles, abeilles coupeuses de feuilles, on l'a dit, qui récoltent des feuilles et qui les ensachent comme des petits, les bricolent comme des petits cigares. Les abeilles cotonnières, qui sont à gauche, là, les antidies. Les abeilles résinières, les antidiellum, qui vont chercher de la résine sur les conifères pour fabriquer un petit nid, recouvert de matériaux de l'environnement et du coup totalement invisible. Les abeilles charpentières, qui vont nicher dans le bois sec. Et l'essentiel des abeilles sont terricoles. Vous avez 2 exemples ici avec la famille des alectidées, des andrénidées, mais on aurait pu mettre aussi les collettes ou les mélites, qui sont des abeilles qui nichent dans le sol avec soit un tube central et des nids latéraux, soit un tube central et des nids terminaux. Ça peut descendre à 30, 40, 50 cm, parfois un peu plus chez certaines espèces. Alors, les hôtels à abeilles ne sont pas super, on pourra en parler la semaine prochaine, mais ils ont au moins l'avantage pédagogiquement de pouvoir montrer des choses extraordinaires. Et je vous promets qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu des œufs d'abeilles en vrai, voire, comme on a pu le montrer parfois, qui ont vu des œufs sortir de l'abdomen d'une abeille, c'est-à-dire une ponte en direct. Et ça, notamment avec les osmies cornues, c'est quelque chose assez facile à montrer et de toujours extraordinaire pour le grand public. Donc, elles nichent essentiellement dans le sol, 70%, nichent dans le sol, dans les sols marneux, des talus tranchés, des sols extrêmement tassés ou des sols sablonneux, mais elles vont, en fonction des espèces, avoir différentes qualités de sol, différents milieux qui vont les attirer. Et c'est là où s'exprime l'importance de la mosaïque d'habitat qui va leur fournir des espaces différents pour pouvoir nicher. Voilà quelques exemples de nids dans le sol. Et alors, avec une photo d'un nid qui a été creusé, vous voyez donc des larves à différents stades. Et se pose, en termes de gestion des espaces verts, de gestion des jardins, etc., toutes ces zones qui sont extrêmement tassées par le passage des humains. Là, vous avez une zone dans un parc urbain qui est tellement tassée que les plantes ne peuvent même plus sortir. Mais par contre, ça fournit un espace de nidification à certaines abeilles qui nichent dans ce sol. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la photo, il y a plein de petits trous. Alors, je les ai matérialisés. Les voilà. Et chacun de ces petits trous, j'en ai oublié plein, je me rends compte, chacun de ces petits trous est en fait un nid d'abeilles. Alors, les grandes croix sont des nids d'Alictus, des scabieuses, et les petites croix sont des nids de l'Asioglossum, qui sont des espèces subsociales aussi. Donc, vous voyez, sur quelques mètres carrés, on a des dizaines de milliers d'individus que les gens prennent souvent pour des fourmis volantes. Vous en avez des exemples en train d'émerger ici, mais qui sont tout à fait des abeilles. Voilà d'autres exemples de nidification dans des zones sablonneuses, dans de la terre, dans un talus. Et alors, je vous répète que 70% nichent dans le sol, hein, donc c'est quand même l'importance d'avoir des espaces de terre à végétation éparse, de talus bien exposés, qui sont donc bien drainants et qui permettent aux larves d'être à l'abri de l'humidité et de pouvoir se développer. Donc là aussi, c'est la notion de mosaïque d'habitat. Quand on aplanit les espaces, on perd ces zones de but qui fournissent des espaces de refuge et de nidification pour les abeilles. Et bien entendu, dans certains de ces nids, il existe des coucous qui viennent et qui se développent à l'intérieur. Vous avez l'exemple d'un sphécodes là, qui sort d'un nid. Je vous montre un exemple de bourgade. Vous avez une prairie là, près de Vernaison, sur l'île de la Table Ronde. Et j'oriente mon appareil photo un petit peu plus au milieu de la prairie. Ensuite, je le descends un petit peu et vous constatez en fait que tout le sable qui est là, on est dans une zone sablonneuse proximité du Rhône, chaque petite tache de sable en fait est un nid d'abeilles. Donc, on a des dizaines de milliers de nids sur plusieurs hectares. Là, en l'occurrence, c'était dominé par l'andrène vague. C'est l'espèce que vous avez vu apparaître avec une femelle qui rapporte du pollen en haut et une femelle qui rapporte du nectar en bas. Autre espèce assez commune, la colette lapin, qui niche de façon assez précoce aussi. On pourra la voir d'ici quelques semaines. Avec en bas à droite, là, vous voyez un amas
de mâles autour d'une femelle, puisque les mâles sortent avant les femelles et souvent ont tendance à les courtiser un petit peu violemment. Donc là, on a une vidéo, j'espère qu'elle tourne bien, où vous voyez des abeilles voler par milliers comme ça, où les gens souvent appellent en disant il y a des ruches qui sont en train de voler auprès du sol, etc. Bon, alors ces abeilles ne sont pas capables de piquer, mais elles fournissent une ressource en fonctionnalité de pollinisation extrêmement importante au printemps. Là, c'est un talus qui a été filmé par les espaces verts de Besançon, et vous voyez aussi au sol comme ça des milliers d'abeilles qui sont en train de voler, ce qui peut terroriser les gens quand ils rentrent dans le parc, parce qu'ils ont peur de se faire piquer. Mais je vous rappelle que ces abeilles sont non agressives et ne peuvent pas piquer. L'autre extrémité de la saison, la collecte du lierre qui niche dans des talus. Voilà une femelle, voilà un mâle donc sur le lierre. Et là, vous voyez apparaître l'excavation. Donc là, le nid, la petite terre qui a été creusée, la femelle qui revient au nid chargée de pollen et qui rentre avec son pollen de lierre pour nourrir la larve. Alors, la nidification, je dis qu'il y en avait l'essentiel vivait dans le sol, mais il y en a d'autres qui vont nicher dans des morceaux de bois, des tiges creuses, comme c'est le cas des ronces en haut. Vous avez une cératine qui s'est installée dans une ronce qui a été coupée par un gyrobroyeur. Mais en bas, vous avez une autre cératine qui s'installe dans un rosier qui a été taillé avec des petits tire-sèvres. Ce n'est pas très bon à faire, mais enfin, en tout cas, ça fournit des espaces d'unification des abeilles. Et vous avez un adulte à droite. Dans une tige abandonnée l'année précédente, une tige de quart d'heure, où je ne me souviens plus bien, on devine un petit point au centre, mais voilà le petit point quand je le grossis, c'est une tête de xylocope bleu, la petite abeille charpentière, bien plus grosse, bien plus petite que les grandes abeilles violettes et abeilles vagues, et qui va nicher dans ces tiges creuses. Alors, j'ai eu la chance de travailler 4 mois au Galapagos pour la Fondation Darwin, notamment sur l'inventaire des invertébrés, et voilà la chaise de mon bureau. Donc, le jour où je suis arrivé, je me suis installé sur cette chaise, je l'ai déplacée un petit peu et très rapidement, il y a une grosse bestiole qui s'est mise à tourner autour de moi. C'est le xylocope de Darwin, la seule espèce d'abeille endémique des Galapagos. Et j'ai replacé la chaise où elle était pour qu'elle puisse réutiliser son nid. Et c'était quand même tout à fait étonnant pour moi qui arrivais et qui m'intéressait déjà aux abeilles. En termes de nidification, c'est ça que vous pouvez voir assez fréquemment en ce moment, là, les abeilles, les osmies, les abeilles maçonnes, les osmies à cornes, qui nichent donc dans les tiges, dans les cavités existantes. Et là, pour le coup, elles vont dans tout type de cavité, un tuyau d'arrosage, une gaine électrique ou tout un tas d'autres objets, les évacuations des fenêtres, comme vous le voyez en bas, même s'il y a certains nids où la femelle a probablement oublié de pondre un œuf, puisque vous voyez qu'il y a une grosse charge de pollen, et un petit peu à droite, des parasites qui sont venus, puisque vous voyez leurs excréments et qu'il n'y a plus d'abeilles. Alors, quand je vous dis n'importe où, c'est n'importe où. Puisque là, vous avez un petit vélo d'appartement posé sur une terrasse, avec dans chaque petit trou où il y avait les vis de fixation du carénage, une osmie à cornes qui avait fait un petit nid. Alors, juste un nid. Évidemment, si c'est profond de 10 ou 20 cm, il peut y avoir plusieurs nids qui sont enchâssés. D'autres osmies extrêmement courantes, à gauche, en train de nicher dans une cave, en haut à gauche, l'osmie rousse, et en bas à gauche, c'est toujours une osmie rousse qui est en train de nicher dans une tige, et à droite, vous avez l'osmie bleue qui niche, elle, dans un bois percé par la sortie d'une larve de coléoptère. Je vous ai expliqué tout à l'heure les mégachilles coupeuses de feuilles. Vous les voyez là, avec des morceaux de feuilles découpées sur un rosier, et vous voyez une femelle en train de transporter son petit morceau de feuille. Et en bas à gauche, ce sont des nids de l'année précédente que j'ai extraits d'une jardinière pour pouvoir prendre cette photo, mais vous montrer les différents cigares dont je vous parlais. Et évidemment, arrivent les abeilles cotonnières, les antidies, dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure, qui vont récolter des poils sur les plantes tomenteuses. Alors ceci, c'est assez extraordinaire et c'est assez facile à voir pour peu que vous avez une coque lourde, comme c'est le cas ici sur la photo, ou bien un épière de Byzance. C'est assez facile de les voir récolter le pollen, gratter. On voit bien sur cette photo la ligne de poils qui a été rasée par l'abeille, qui fait une petite masse de poils pour s'envoler et l'amener au nid. Alors, je vais vous faire passer une vidéo en espérant qu'elle passe ici. Et vous avez une photo, une vidéo là, d'une petite, je mets le son, on devrait l'entendre, d'une petite abeille qui décolle, voilà, avec sa boule de poils pour aller fabriquer des nids. Donc, j'arrive vers la fin. J'espère qu'on pourra discuter un petit peu. On a vu donc les principaux ordres d'insectes pollinisateurs, ces 4 grands ordres que sont les hyménoptères, les diptères, les lépidoptères et les coléoptères. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'autres ordres qui vont aussi dans les fleurs. Je vous rappelle que quand on parle de floricoles et de pollinisateurs, ce sont plusieurs dizaines de milliers à dizaines de milliers d'insectes en France métropolitaine. Et pour résumer, donc les grands groupes de pollinisateurs, ça c'est vu. Et comment je vais conclure ? En fait, en introduisant la séance de la semaine prochaine. Parce que le vivant est menacé. Tous les groupes qui sont mesurés s'effondrent, à part peut-être
les groupes liés aux eaux usées, les groupes liés aux cadavres, les groupes liés aux excréments, les groupes liés aux bois morts. Évidemment, ce n'est pas forcément des indicateurs qui sont très intéressants, mais tous les groupes qui sont mesurés sont en chute libre. C'est l'objet de notre prochaine réunion le 9 mars, où on parlera notamment des causes de cette perte et de cet effondrement et des aménagements de la gestion qui peuvent les favoriser au travers des gestes, des aménagements, de la gestion de la flore ou de la non-gestion parfois, et notamment les intérêts pour les refuges, la nidification et l'alimentation de la mosaïque d'habitat. Voilà, et sur ce, bien, je vous remercie et je reste disponible pour discuter avec vous si vous avez des questions. Il n'y a plus personne. Vous êtes tous partis. Moi, je veux bien commencer par une question. Oui, je vous vois, je ne vous voyais pas. Je me disais, ça se trouve, ça fait une heure. Voilà. En fait, pourquoi on parle de parasitoïde? Pourquoi on n'utilise pas le terme parasite tout court? Parce qu'un parasite ne tue pas son hôte. Il en dépend, il vit. Le ténia, par exemple, ne tue pas son hôte. Alors évidemment, ça peut l'affaiblir. Le parasitoïde, c'est comme alien. Il se développe à l'intérieur d'un organisme et finit par le tuer avant d'en sortir. C'est ça la différence entre parasite et parasitoïde. Ouais. Après, c'est vrai que, moi, je trouve qu'en biologie, on a tendance à parler de relation de parasitisme. Effectivement, le parasite, il utilise son hôte pendant plusieurs années, mais il finit par la mort quand même, quoi, de l'hôte. Pas forcément. Pas forcément. Ouais. Non, pas forcément pour les parasites. Et même, je vous avouerai que ce mot de parasite me pose un petit problème. D'ailleurs, il y a certaines approches holistiques, One Health, ou des approches même vétérinaires, typiquement, qui ne parlent plus de parasites internes, mais qui parlent d'endosymbiotes à risque parasitaire. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui vivent à l'intérieur, des animaux ou des bactéries ou des germes qui vivent naturellement à l'intérieur d'un organisme, et là, le mammifère en est plein, hein, et qui, en cas de dérèglement, d'affaiblissement de l'organisme, peuvent se développer à outrance et devenir avoir des effets parasitaires. Escherichia coli, une bactérie indispensable pour la digestion. Si une souche pathogène se développe, c'est nausées, diarrhée, etc. Le corps humain est fait de 10 exposants 13 cellules, 10 000 milliards de cellules. Mais on a 10 exposants 14 bactéries. C'est-à-dire 90% des cellules d'un corps humain sont des bactéries. Alors, elles sont tellement petites qu'évidemment, on ne les voit pas, mais on a près de 2 kg de micro-organismes dans et sur un adulte. Voilà, donc c'est pour ça que cette notion de parasitisme, moi, me pose un petit problème parce que c'est très manichéen et c'est les méchants de l'histoire, alors qu'en fait, ils stimulent le système immunitaire et ils donnent les conditions à l'organisme hôte de fabriquer des défenses et d'être protégé contre bien d'autres maladies. J'ai fini un petit peu vite, j'aurais dû faire un diaporama plus long si on n'a pas de discussion. J'avais peur qu'il ne rentre pas dans les 2 heures. J'ai essayé de parler pas trop vite et j'avais peur qu'il soit un petit peu long. Mais ça va.